Imaginez une créature qui domine le ciel depuis 220 millions d'années. Une bête dont l'envergure dépasse celle d'un avion de chasse. Un animal capable de parcourir des milliers de kilomètres sans jamais poser une seule patte sur le sol. Pendant des décennies, nous avons cru savoir comment il volait. Les manuels scolaires le montraient. Hollywood le représentait. Les musées en exposaient des reconstructions spectaculaires, ailes déployées, gueule ouverte, planant au-dessus de mers disparues. Nous avions tort. Pas légèrement tort. Fondamentalement, radicalement, profondément tort. Ce que les paléontologues ont découvert au cours des 20 dernières années sur le vol des ptérosaures a ébranlé l'un des piliers les plus solides de la paléontologie populaire. Et le plus étrange dans cette histoire, ce n'est pas l'erreur elle-même. C'est à quel point nous aurions dû la voir venir bien plus tôt. Parce que les indices étaient là, dans les os, dans les empreintes, dans la structure même de leurs ailes. Mais pendant plus d'un siècle, nous avons regardé ces créatures avec les yeux de l'homme, en cherchant dans le passé des analogies avec le présent. Nous avons comparé les ptérosaures aux oiseaux, aux chauves-souris, à tout ce que nous connaissions déjà. Et c'est précisément là que nous nous sommes perdus. Les ptérosaures n'étaient ni des oiseaux, ni des chauves-souris, ni des lézards volants, comme on les appelait autrefois avec une désinvolture qui ferait sourire aujourd'hui n'importe quel chercheur sérieux. Ils étaient quelque chose d'entièrement unique, une expérience évolutive sans équivalent dans toute l'histoire de la vie sur Terre. Une lignée qui a conquis les airs 65 millions d'années avant que le premier oiseau n'ait même existé, et qui a dominé le ciel pendant la quasi-totalité de l'ère des dinosaures. Et leur façon de voler, leur vraie façon de voler, celle que la science commence seulement à reconstituer avec précision, était quelque chose que personne n'avait anticipé. Pensez à Quetzalcoatlus northropy, un nom qui sonne comme une formule magique, comme une incantation venue d'un autre monde. Et d'une certaine façon, c'est exactement ce que c'était. Cet animal, découvert dans la formation de Javelina au Texas en 1972 par le chercheur Douglas Lawson, possédait une envergure estimée entre 10 et 12 mètres selon les modèles actuels. 12 mètres. C'est la largeur d'un appartement parisien standard, bout à bout, d'un mur à l'autre. C'est plus large qu'un Spitfire de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, cet animal volait. Du moins, c'est ce que nous pensions savoir. Mais comment? Avec quelle mécanique? Avec quelle puissance musculaire? En utilisant quel courant d'air? Quels angles d'attaque? Quelle posture au décollage et à l'atterrissage? Pendant des décennies, les réponses semblaient évidentes. Les ptérosaures planaient. Ils utilisaient les thermiques comme des vautours géants. Ils se laissaient porter par le vent au-dessus des océans du Mésozoïque. C'était une belle image. C'était aussi une image presque entièrement fausse. Aujourd'hui, grâce aux scanners à rayons X, à la modélisation informatique en 3 dimensions, à l'analyse biomécanique des fibres musculaires fossilisées et à des découvertes extraordinaires réalisées en Chine, au Brésil et en Allemagne, nous commençons enfin à comprendre ce que ces animaux faisaient vraiment dans le ciel du Mésozoïque. Et la réalité est infiniment plus étrange, plus complexe et plus fascinante que tout ce que les films, les encyclopédies ou les reconstitutions de musées nous ont jamais montré. Préparez-vous à désapprendre tout ce que vous croyez savoir sur les maîtres du ciel préhistorique. Pour comprendre pourquoi nous nous sommes trompés si longtemps, il faut d'abord comprendre qui étaient vraiment les ptérosaures. Pas les créatures floues des films d'aventure, pas les dragons volants des romans de science-fiction, les vrais ptérosaures. Ceux que les roches ont préservés pour nous avec une précision parfois stupéfiante. L'histoire commence il y a 220 millions d'années. Nous sommes au Trias supérieur. La Terre est méconnaissable. Il n'existe qu'un seul continent, la Pangée, qui commence tout juste à se fracturer sous l'effet de forces tectoniques colossales. Le climat est chaud, sec, presque brutal dans les zones intérieures. Les premières forêts de conifères colonisent des paysages que personne ne reconnaîtrait aujourd'hui. Et dans cet environnement hostile, instable, en perpétuelle transformation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un groupe de reptiles développe la capacité de voler. Pas de planer, pas de sauter entre les arbres. Voler. Activement, puissamment, avec des ailes véritables portées par des muscles et une architecture osseuse entièrement nouvelle. C'est la première fois dans l'histoire de la vie que des vertébrés conquièrent l'air par leurs propres moyens. Et la façon dont cela s'est produit reste, encore aujourd'hui, l'une des plus grandes énigmes de la paléontologie. Parce que nous n'avons pas de fossiles intermédiaires clairs,
aucune forme de transition évidente entre un reptile terrestre et le premier ptérosaure capable de vol actif. Ils apparaissent dans les archives fossiles presque pleinement formés, presque complets, comme si l'évolution avait appuyé sur un interrupteur et décidé, d'un seul coup, d'inventer une nouvelle façon d'être vivant. Le plus ancien ptérosaure connu avec certitude s'appelle Eudimorphodon ranzii. Il a été découvert en 1970 dans les Alpes italiennes, dans des sédiments du Trias supérieur vieux d'environ 210 millions d'années. Et ce qui rend cette découverte proprement renversante, c'est que cet animal, l'un des premiers de sa lignée que nous connaissions, possédait déjà des dents complexes, une queue rigide, des os pneumatiques allégés et une structure alaire parfaitement aboutie. Il n'était pas une ébauche, il n'était pas un prototype maladroit, il était déjà un aviateur accompli. Ce détail devrait nous arrêter. Si le premier ptérosaure connu était déjà si sophistiqué, cela signifie que l'évolution du vol chez ces animaux s'est produite dans une fenêtre temporelle que nous n'avons pas encore réussi à observer dans le registre fossile. Quelque chose s'est passé avant Eudimorphodon, quelque chose d'important, et nous n'en avons, pour l'instant, aucune trace directe. Mais revenons à ce que nous savons. Les ptérosaures ont dominé les airs pendant environ 160 millions d'années. Pour mettre ce chiffre en perspective, rappelez-vous que l'espèce humaine moderne existe depuis environ 300 000 ans. Les dinosaures non aviaires ont régné sur la Terre pendant environ 165 millions d'années. Les ptérosaures ont donc occupé le ciel pendant une durée comparable à celle pendant laquelle les dinosaures ont occupé le sol. C'est une lignée d'une longévité et d'une diversité absolument prodigieuse. Et cette diversité est précisément ce qui rend si absurde l'idée qu'il existerait une seule façon de voler pour les ptérosaures. Parce que les ptérosaures n'étaient pas une espèce, ni même un groupe homogène. Ils étaient une radiation évolutive d'une richesse extraordinaire. On en connaît aujourd'hui plus de 200 espèces valides, et les paléontologues s'accordent à dire que ce nombre ne représente qu'une fraction infime de la diversité réelle. Les conditions de fossilisation pour des animaux à os creux, légers et fragiles, vivant souvent loin des environnements de sédimentation favorables, sont extrêmement rares. Pour chaque ptérosaure que nous connaissons, combien d'espèces ont disparu sans laisser la moindre trace? Certains ptérosaures étaient minuscules. Nemicolopterus crypticus, découvert en Chine dans la formation de Yixian et décrit en 2008, possédait une envergure de 25 cm à peine. C'est la taille d'un moineau. D'autres, nous l'avons dit, atteignaient des dimensions aéronautiques. Entre ces deux extrêmes, une gamme vertigineuse de formes, de tailles, de spécialisations anatomiques et de modes de vie. Certains ptérosaures avaient des dents, d'autres n'en avaient pas. Certains portaient des crêtes osseuses spectaculaires sur le crâne, dont la fonction exacte fait encore débat aujourd'hui. Certains vivaient dans les forêts, d'autres étaient des pêcheurs côtiers, d'autres encore parcouraient les espaces ouverts à la manière des albatros actuels. Il y avait des ptérosaures qui ressemblaient à des flamants roses géants, d'autres dont la gueule évoquait les pélicans, et d'autres encore dont la morphologie crâniale n'a aucun équivalent vivant. Cette diversité n'est pas un détail anecdotique, c'est le cœur du problème. Pendant des décennies, lorsque les paléontologues ont voulu comprendre comment les ptérosaures volaient, ils ont choisi un modèle représentatif, un ptérosaure générique. Et ils ont appliqué à cet animal générique des principes aérodynamiques tirés de l'observation des oiseaux planeurs ou des chauves-souris. C'était une approche compréhensible. C'était la seule approche disponible avec les outils de l'époque. Mais elle contenait en elle-même une erreur fondamentale. Un dimorphodon macronix du Jurassique inférieur, avec sa grande tête massive, sa longue queue et ses membres courts, ne pouvait pas voler de la même façon qu'un ptéranodon longiceps du Crétacé supérieur, sans dents, sans queue, avec une crête crânienne démesurée et une envergure de 7 mètres. Et ni l'un ni l'autre ne pouvait voler comme un Anhanguera blittersdorfi du Crétacé inférieur du Brésil, dont les mâchoires hérissées de dents coniques évoquent irrésistiblement un animal parfaitement adapté à la capture de poissons en vol rasant au-dessus de la surface. Ces trois animaux appartiennent au même groupe, mais leur aérodynamique, leur biomécanique, leur comportement de vol devaient être aussi différents que ceux d'un colibri, d'un albatros et d'un martinet sont différents aujourd'hui. Ce sont ces différences que la science a mis si longtemps à prendre au sérieux. Et c'est sur ces différences que nous allons maintenant nous pencher. Parce que c'est là, dans les détails anatomiques, que personne ne regardait vraiment, dans les fibres fossilisées que personne n'analysait correctement,
dans les empreintes que personne n'interprétait avec suffisamment de rigueur, que se cachait la vérité sur le vol des ptérosaures. Une vérité qui, une fois révélée, change absolument tout. Parlons d'abord de l'aile elle-même, parce que tout commence là. Tout le malentendu, toute la confusion, toute la reconstruction erronée que nous avons bâtie pendant plus d'un siècle sur la biologie du vol des ptérosaures trouve sa source dans notre incompréhension de cette structure extraordinaire et profondément singulière. Regardez une chauve-souris. Son aile est une membrane de peau tendue entre des doigts allongés, le long de ses flancs et jusqu'à ses pattes postérieures. C'est une surface souple, déformable, capable de changements de cambrure complexes en vol. Maintenant, regardez un oiseau. Son aile est une structure rigide, construite autour d'os modifiés, recouverte de plumes qui se chevauchent avec une précision architecturale extraordinaire, chaque plume pouvant s'orienter indépendamment pour moduler la portance et la traînée. Les ptérosaures n'étaient ni l'un ni l'autre. Leur aile, appelée le patagium, était une membrane certes, mais une membrane d'une complexité interne que personne n'avait anticipée. Pendant longtemps, on la représentait comme un simple pan de peau, mince et lisse, comme une voile tendue entre le corps et l'extrémité d'un doigt unique extraordinairement allongé, le 4e doigt, qui constituait le principal support structural de toute la surface portante. Une image simple, une image presque élégante dans sa sobriété, et une image fondamentalement incomplète. En 2002, une équipe de chercheurs travaillant sur des spécimens exceptionnellement bien préservés de la formation de Santana au Brésil a publié une analyse qui allait progressivement transformer notre compréhension de la membrane alaire des ptérosaures. Ces fossiles, conservés dans des concrétions calcaires qui avaient protégé les tissus mous de la dégradation habituelle, révélaient quelque chose d'inattendu à l'intérieur même de la membrane. Des fibres. Des milliers de fibres parallèles, orientées de façon précise, courant sur toute la surface de l'aile. Ces structures, appelées actinofibrilles, avaient été observées auparavant sur d'autres spécimens, mais leur nature exacte faisait débat. Étaient-elles musculaires, conjonctives, de simples artefacts de fossilisation? L'analyse publiée en 2002 et confirmée par des études ultérieures menées notamment à l'Université de Leicester et au Musée d'histoire naturelle de Berlin, a permis de trancher une partie de la question. Ces fibres étaient des structures kératineuses, analogues en certains aspects aux fibres que l'on trouve dans les ailes des chauves-souris, mais organisées selon un schéma entièrement différent. Et leur présence changeait tout à la mécanique de l'aile. Une membrane ptérosaure n'était pas un tissu passif, se contentant de subir les forces aérodynamiques. C'était une surface active, capable de modifier sa rigidité, sa cambrure et sa tension en réponse aux conditions de vol. Les actinofibrilles agissaient comme un système de contrôle intégré, permettant à l'animal de moduler les propriétés mécaniques de son aile avec une précision que nous commençons seulement à modéliser correctement grâce aux outils informatiques actuels. Mais il y avait autre chose dans ces fossiles brésiliens, quelque chose que les chercheurs n'attendaient vraiment pas. Une couche de tissu musculaire à l'intérieur même de la membrane, pas en périphérie, pas dans les os du bras ou de l'avant-bras, à l'intérieur de la membrane alaire elle-même. Des faisceaux musculaires fins, orientés de façon à pouvoir modifier activement la tension et la forme de la surface portante pendant le vol. C'était une découverte proprement révolutionnaire. Cela signifiait que le ptérosaure ne contrôlait pas son aile uniquement depuis ses épaules, ses coudes et ses poignets, comme nous l'avions toujours supposé. Il la contrôlait de l'intérieur, avec une finesse anatomique qui dépasse celle des oiseaux et rivalise avec la sophistication des chauves-souris les plus évoluées. Maintenant, ajoutez à cela une autre découverte, réalisée cette fois sur des spécimens de la formation de Yixian en Chine, publiée en 2009 dans le Journal of Vertebrate Paleontology. Les chercheurs qui analysaient au scanner à rayon X plusieurs ptérosaures du Crétacé inférieur ont identifié dans la région de l'épaule et du torse une densité musculaire que les reconstructions précédentes avaient systématiquement sous-estimée. Systématiquement. Ce mot est important, parce que ce n'était pas une erreur isolée. C'était une tendance de fond dans la façon dont les paléontologues avaient abordé la musculature des ptérosaures pendant des générations. En utilisant les oiseaux comme modèle de référence, ils avaient appliqué aux ptérosaures une logique musculaire adaptée aux vertébrés volants modernes. Mais les ptérosaures n'étaient pas des vertébrés volants modernes. Leur architecture osseuse était différente.
les points d'ancrage musculaire étaient différents. La cinématique de leur aile était différente. Le résultat de cette erreur systématique était une image de ptérosaure fondamentalement trop fragile, trop passif, trop dépendant des conditions extérieures pour voler activement. Un planeur géant plutôt qu'un vrai volant. Cette image est tenace. Elle survit encore dans de nombreux documentaires, dans certains musées, dans l'imaginaire collectif. Mais les données accumulées depuis le début des années 2000 la contredisent de façon de plus en plus difficile à ignorer. Les ptérosaures, ou du moins une grande partie d'entre eux, étaient des volants actifs, dotés d'une puissance musculaire suffisante pour décoller depuis le sol, maintenir un vol battu soutenu et manœuvrer avec une précision que leurs prédateurs terrestres ne pouvaient pas anticiper. Et la preuve la plus directe de cette puissance se trouve, de façon assez ironique, dans leurs os. Les os des ptérosaures sont une merveille d'ingénierie biologique. Ils sont pneumatiques, ce qui signifie qu'ils contiennent des espaces d'air reliés au système respiratoire de l'animal, comme chez les oiseaux modernes. Cette pneumatisation réduit la masse osseuse à un minimum absolu, tout en conservant une résistance structurale remarquable. Chez certains grands ptérosaures, l'épaisseur de la paroi osseuse dans les os longs des membres peut être inférieure à 1 mm, moins épais qu'une feuille de papier carton. Mais voici le paradoxe apparent que cette légèreté extrême pose à la biomécanique du vol. Si les os sont aussi légers, aussi fragiles en apparence, comment un animal comme Quetzalcoatlus, dont la masse corporelle est estimée entre 200 et 250 kg, selon les modèles les plus récents publiés notamment dans une étude de 2019 de l'Université du Portsmouth, pouvait-il seulement décoller? Comment une structure aussi délicate pouvait-elle résister aux contraintes mécaniques colossales qu'implique le vol d'un animal de cette taille? La réponse, que les ingénieurs aéronautiques qui ont collaboré avec des paléontologues sur ce problème ont fini par formuler, est à la fois simple et fascinante. La légèreté n'était pas une faiblesse, c'était la solution. En maintenant une masse corporelle aussi basse que possible, malgré une taille extérieure gigantesque, les ptérosaures géants réduisaient la puissance nécessaire au vol à un niveau que leur musculature pouvait effectivement fournir. La pneumatisation osseuse n'était pas une contrainte que l'évolution avait imposée à ces animaux, malgré leurs ambitions aéronautiques. C'était la condition même qui rendait ces ambitions réalisables. Mais la légèreté seule ne suffit pas. Il faut aussi une surface portante suffisante. Et c'est ici que la question de l'étendue réelle du patagium devient cruciale et extrêmement controversée. Pendant mes décennies, le débat central sur l'anatomie alaire des ptérosaures portait sur une question précise. Jusqu'où s'étendait la membrane vers le bas, vers les pattes postérieures? S'arrêtait-elle au niveau des flancs, laissant les pattes postérieures entièrement libres, comme chez certaines chauves-souris? Ou s'étendait-elle jusqu'aux chevilles, voire jusqu'aux pieds, comme chez d'autres espèces de chauves-souris? Cette question n'est pas qu'anatomique, elle est aérodynamique, comportementale et écologique. La surface portante totale d'un ptérosaure, et donc sa capacité à voler lentement ou rapidement, à planer ou à voler battu, à manœuvrer en espace restreint ou à parcourir de grandes distances, dépend directement de la réponse. Et les fossiles, sur ce point précis, ont longtemps été cruellement ambigus. Les spécimens préservés avec des traces de tissus mous, suffisamment rares et précieux pour guider une reconstruction fiable, montraient des variations d'un groupe à l'autre. Certains ptérosaures avaient clairement une membrane s'étendant jusqu'aux pattes postérieures, créant une surface portante totale considérable, qui incluait même une membrane entre les pattes, appelée l'uropatagium. D'autres semblaient avoir une membrane plus restreinte. Et c'est précisément cette variation, cette diversité réelle dans l'anatomie alaire des différents groupes de ptérosaures, qui a finalement convaincu la communauté paléontologique que le modèle unique et universel était une fiction scientifique. Il n'y avait pas un type de vol ptérosaure. Il y en avait des dizaines. Et pour comprendre ce que cela signifie concrètement, il faut maintenant regarder de très près certains spécimens particuliers. Des fossiles si bien préservés, si extraordinairement détaillés, qu'ils ont littéralement forcé les chercheurs à reconsidérer des décennies d'hypothèses établies. Le premier de ces spécimens vient d'un endroit dont le nom seul devrait faire battre le cœur de quiconque s'intéresse à la paléontologie. La formation de Solnhofen. La formation de Solnhofen. Un nom que tout paléontologue prononce avec une forme de révérence particulière. Ces calcaires lithographiques bavarois, déposés au fond d'un lagon peu profond il y a environ 150 millions d'années, pendant le Jurassique supérieur,
ont livré certains des fossiles les plus extraordinaires de toute l'histoire de la paléontologie. Archaeopteryx, des méduses fossilisées avec une précision photographique, des libellules dont chaque nervure d'aile est parfaitement conservée, et des ptérosaures, beaucoup de ptérosaures. Les conditions de fossilisation à Solnhofen étaient exceptionnelles au sens littéral du terme. Le fond du lagon était anoxique, privé d'oxygène, ce qui signifie qu'aucun charognard ne pouvait y survivre pour désarticuler et disperser les carcasses qui s'y déposaient. Les sédiments fins comme de la farine, accumulés couche après couche avec une régularité presque mécanique, enveloppaient les corps morts avec une douceur et une précision que nul laboratoire humain ne pourrait reproduire. Le résultat, des millions d'années plus tard, ce sont des fossiles d'une netteté stupéfiante, où l'on distingue parfois non seulement les os dans leur position anatomique exacte, mais aussi les contours des tissus mous, les empreintes de membranes, les traces de structures anatomiques qui auraient disparu sans laisser de traces dans n'importe quelle autre condition de fossilisation. C'est dans ces carrières bavaroises, exploitées depuis le Moyen-Âge pour leurs dalles de pierre parfaitement planes, utilisées dans l'imprimerie lithographique, que le premier ptérosaure scientifiquement décrit a été découvert. Nous sommes en 1844. Un ouvrier extrayant des dalles de calcaire dans les carrières de Solnhofen met au jour une plaque de pierre qui porte l'empreinte d'un squelette articulé. La créature est petite. Son envergure ne dépasse pas 1,20 m. Elle possède une longue queue rigide terminée par un losange osseux, de grandes orbites oculaires et des dents acérées dans une gueule allongée. Johann Andreas Wagner, le naturaliste allemand qui en réalise la première description formelle, la nomme Rhamphorhynchus münsteri. Et dès le début, il se trompe sur sa posture. Wagner, comme la grande majorité des naturalistes de son époque, imagine Rhamphorhynchus comme un animal fondamentalement reptilien dans ses mouvements au sol. Il le représente avec des membres écartés, dans une posture de lézard. Sur le dos, les ailes repliées maladroitement de chaque côté. Un animal dont le vol semblait presque accidentel, presque contre nature. Un reptile qui avait développé des ailes sans vraiment savoir quoi en faire une fois revenu sur Terre. Cette image allait persister, sous des formes variées, pendant plus d'un siècle. Mais revenons aux fossiles eux-mêmes, parce que Solnhofen n'a pas livré qu'un seul spécimen de Rhamphorhynchus. Elle en a livré des dizaines. Des individus de tailles différentes, ce qui a permis aux chercheurs d'étudier la croissance de cet animal à travers différents stades de développement. Et parmi ces spécimens, certains présentent quelque chose de remarquable, quelque chose que les préparateurs de fossiles du XIXe siècle avaient observé sans en mesurer pleinement la signification. Des empreintes de membranes. Pas seulement autour des ailes, autour des pattes, entre les doigts. Et dans la région de la queue, une structure qui ressemble à une surface portante secondaire, orientée horizontalement, qui aurait pu fonctionner comme un stabilisateur de vol actif. Pendant des décennies, ces détails ont été notés, catalogués, et pour l'essentiel ignorés dans les reconstructions fonctionnelles. Ce n'est qu'à partir des années 1990, avec l'arrivée d'outils d'imagerie plus sophistiqués et d'une nouvelle génération de chercheurs formés à la fois à la paléontologie et à la mécanique des fluides, que ces empreintes ont commencé à être prises au sérieux comme données biomécaniques. Un chercheur en particulier a joué un rôle central dans cette réévaluation. Kevin Padian, de l'Université de Californie à Berkeley, avait depuis les années 1980 défendu une thèse qui allait à contre-courant du consensus de l'époque. Selon Padian, les ptérosaures n'étaient pas des planeurs passifs. Ils étaient des coureurs bipèdes au sol, capables de décoller depuis une position verticale, comme le font certains oiseaux actuels, et des volants actifs dans les airs, utilisant un battement d'ailes puissant plutôt que la seule exploitation des courants ascendants. Cette thèse a été accueillie avec scepticisme, pour ne pas dire hostilité, par une grande partie de la communauté paléontologique. Et puis les empreintes sont arrivées. En 2002, une série d'empreintes fossiles découvertes dans la formation de Morrison au Wyoming, datant du Jurassique supérieur, a été décrite dans une publication qui a immédiatement attiré l'attention de la communauté internationale. Ces empreintes, attribuées à des ptérosaures de taille moyenne sur la base de leur morphologie et de leur contexte stratigraphique, montraient quelque chose d'inattendu. Les animaux qui les avaient laissés marchaient sur 4 membres. Mais pas à la façon d'un lézard. Leurs pattes postérieures étaient placées directement sous le corps, dans une posture proche de la verticalité, indiquant une démarche beaucoup plus efficace et beaucoup plus proche de celle d'un mammifère que de celle d'un reptile.
et les empreintes des membres antérieurs, laissées par les extrémités repliées des ailes posées au sol, montraient un schéma de contact qui impliquait un appui sur les métacarpes plutôt que sur les doigts, suggérant une façon de se déplacer au sol entièrement différente de tout ce qui avait été reconstruit jusqu'alors. Ces empreintes de Morrison n'étaient pas isolées. Des traces similaires avaient été décrites au Crétacé inférieur au Brésil, en Corée du Sud et dans plusieurs formations européennes. Ensemble, elles brossaient un tableau cohérent d'animaux bien plus à l'aise au sol que leur anatomie apparente ne le laissait supposer. Des animaux capables de se déplacer avec une efficacité réelle sur la terre ferme, de s'accroupir, probablement de courir sur de courtes distances, et surtout, d'adopter la posture nécessaire pour un décollage actif et puissant. Parce que le décollage est précisément le problème central que les partisans du modèle planeur n'avaient jamais résolu de façon satisfaisante. Comment un animal comme Quetzalcoatlus, pesant entre 200 et 250 kg, avec une envergure de 10 à 12 mètres, pouvait-il décoller? Si vous appliquez les équations aérodynamiques standards à un tel animal, dans une posture de décollage classique, en courant sur ses pattes postérieures comme un oiseau et en battant des ailes pour prendre de la vitesse, vous obtenez des nombres impossibles. La puissance musculaire nécessaire serait bien supérieure à ce que la masse corporelle de l'animal pouvait raisonnablement fournir. La solution proposée par les tenants du modèle planeur était simple. Quetzalcoatlus ne décollait pas depuis le sol. Il se laissait tomber depuis des falaises ou des hauteurs, gagnait de la vitesse en descente et déployait ses ailes pour transformer cette vitesse en portance. Comme un deltaplane géant. Comme un albatros en plus grand. C'était une solution élégante. C'était aussi une solution qui ignorait les données disponibles sur la posture et la mobilité au sol de ces animaux. Et c'était une solution que Michael Habib, biomécanicien à l'Université de Californie du Sud, a méthodiquement démantelée dans une série de publications entre 2008 et 2015. Habib a abordé le problème du décollage de Quetzalcoatlus avec les outils de l'ingénierie aéronautique moderne. Et il a proposé quelque chose que personne n'avait envisagé sérieusement auparavant. Quetzalcoatlus ne décollait pas comme un oiseau. Il ne décollait pas non plus comme une chauve-souris. Il décollait comme aucun animal vivant ne décolle aujourd'hui. Il décollait en poussant sur ses 4 membres simultanément. L'idée est la suivante. Les membres antérieurs des ptérosaures géants, c'est-à-dire les ailes elles-mêmes, étaient proportionnellement beaucoup plus massifs et beaucoup plus musclés que leurs membres postérieurs. La logique mécanique était inversée par rapport à celle des oiseaux. Au lieu d'utiliser les pattes pour courir et accélérer avant le décollage, un ptérosaure géant pouvait s'accroupir, replier ses ailes contre son corps, comme un sauteur en longueur ramasse son énergie, puis projeter son corps vers le haut et vers l'avant en une extension explosive des 4 membres simultanément, les ailes se déployant au même instant pour capturer l'air et transformer l'élan vertical en portance. Selon les modèles de Habib, cette stratégie de décollage était non seulement possible d'un point de vue mécanique, mais elle était la seule qui permettait d'expliquer de façon cohérente l'anatomie des membres antérieurs chez les ptérosaures géants. La masse musculaire disproportionnée de l'épaule et du bras n'avait aucun sens dans le contexte d'un planeur passif. Elle avait un sens parfait dans le contexte d'un lanceur qui propulsait son propre corps dans les airs. Ces modèles ont été publiés, discutés, contestés, partiellement confirmés et partiellement nuancés par d'autres équipes dans les années suivantes. Ils ne représentent pas un consensus définitif. Mais ils représentent quelque chose d'important, le moment où la question du décollage des ptérosaures géants est sortie du domaine de l'évidence intuitive pour entrer dans celui de la rigueur mécanique quantifiée. Et une fois que vous commencez à regarder les ptérosaures avec cette rigueur, avec ces outils, avec cette volonté de traiter leurs os et leurs muscles comme des données d'ingénierie plutôt que comme des curiosités paléontologiques, quelque chose de fascinant commence à émerger. Ces animaux étaient bien meilleurs que nous ne le pensions. Meilleurs au décollage, meilleurs en vol battu, meilleurs dans leur capacité à modifier leur trajectoire, leur vitesse, leur angle d'attaque. Et peut-être aussi meilleurs dans quelque chose que nous n'avions vraiment pas anticipé, meilleurs au sol. Parce que les ptérosaures, nous commençons à le comprendre avec une clarté croissante, n'étaient pas des créatures du ciel prisonnières de leur propre anatomie dès qu'elles touchaient terre. Ils étaient des animaux véritablement tridimensionnels, capables d'exploiter l'espace aérien, la surface terrestre et peut-être même l'environnement aquatique avec une versatilité que nous avons trop longtemps refusé de leur accorder. Et pour comprendre à quel point cette versatilité était réelle,
Il faut maintenant parler d'une découverte réalisée dans un endroit que personne n'aurait jamais associé aux ptérosaures. Les pentes d'une montagne au Maroc. Le Maroc, la formation de Kemkem, un plateau désertique à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, où les vents ont érodé pendant des millions d'années les grès rouges du Crétacé supérieur pour mettre au jour l'une des faunes prédatrices les plus extraordinaires et les plus terrifiantes que la Terre ait jamais portées. C'est ici, dans cette région que les paléontologues surnomment parfois le pays des géants, que des équipes internationales ont travaillé pendant des décennies dans des conditions extrêmes, sous une chaleur qui dépasse régulièrement 40 degrés, pour exhumer les restes d'un écosystème du Crétacé inférieur peuplé de créatures qui dépassent l'imagination. Spinosaurus, Carcharodontosaurus, des crocodiliens géants de plusieurs mètres de long, des poissons à l'écaille épaisse comme du métal, et des ptérosaures. Des ptérosaures particuliers, des ptérosaures qui, lorsque leurs restes ont commencé à être décrits et analysés avec sérieux, ont posé aux chercheurs une question à laquelle personne n'était préparé. Que faisait-il là? Pour comprendre pourquoi cette question est importante, il faut comprendre ce que la formation de Kemkem était au Crétacé. Ce n'était pas un littoral. Ce n'était pas une zone côtière bordée de falaises depuis lesquelles un planeur géant aurait pu se lancer facilement dans les airs. C'était un environnement fluvial dense, un delta immense parcouru de bras d'eau peu profonds, encadré de forêts et de zones marécageuses. Un environnement encombré, saturé d'obstacles verticaux, sans les grands espaces dégagés et les courants ascendants thermiques que le modèle du planeur passif réclame comme condition préalable au vol. Et pourtant les ptérosaures y vivaient, y chassaient, y prospéraient. Les restes trouvés dans la formation de Kemkem appartiennent principalement à un groupe de ptérosaures appelés les ananguériens. Ces animaux, dont les représentants les mieux connus incluent Ananguera et Coloborhynchus, avaient des envergures qui pouvaient dépasser 5 mètres. Leurs mâchoires étaient armées de dents coniques et légèrement recourbées, parfaitement adaptées à la saisie de proies glissantes. Leur crâne portait des crêtes osseuses caractéristiques, à la fois sur la mâchoire supérieure et sur la mâchoire inférieure. Et leurs os, analysés par tomographie informatisée dans des laboratoires européens et américains, révèlent une pneumatisation extrême, une légèreté portée à son maximum biologique. Mais ce qui intéressait particulièrement les chercheurs qui travaillaient sur les fossiles de Kemkem, ce n'était pas leur anatomie générale, déjà bien documentée par des spécimens brésiliens du Crétacé inférieur. C'était leur contexte, leur présence dans cet environnement spécifique, et surtout ce que les os eux-mêmes révélaient sur leur comportement alimentaire réel. Car plusieurs spécimens de la formation de Kemkem présentaient sur leurs os des traces qui ont demandé des années d'analyse pour être correctement interprétées. Des traces de morsures. Pas de morsures de ptérosaures entre eux. Des morsures laissées par les dents de crocodiliens géants. Des marques d'impact et de pression qui indiquent clairement que ces ptérosaures n'évoluaient pas dans un espace aérien serein et inaccessible aux prédateurs terrestres et aquatiques. Ils opéraient en contact direct avec la surface de l'eau et du sol, à une altitude et à une proximité suffisante pour que les prédateurs les plus grands de cet environnement puissent les atteindre. Ce détail peut sembler mineur. Il ne l'est pas. Il implique que ces ptérosaures de 5 mètres d'envergure se déplaçaient régulièrement à quelques centimètres, peut-être quelques dizaines de centimètres au maximum, de la surface de l'eau. Pas à des dizaines de mètres de hauteur, portés par les thermiques, planant en toute sécurité au-dessus des prédateurs. Mais en vol rasant, en contact quasi permanent avec l'interface entre l'air et l'eau, dans un environnement où une légère erreur de trajectoire ou une seconde d'inattention pouvait être fatale. Ce type de vol implique une agilité, une précision et une capacité de réponse rapide aux obstacles et aux turbulences que le modèle du planeur passif ne peut tout simplement pas expliquer. Et c'est ici que les recherches menées à l'université de Portsmouth, sous la direction du professeur David Unwin, entre 2010 et 2018, apportent un éclairage déterminant. Unwin et son équipe ont développé des modèles informatiques tridimensionnels de plusieurs espèces d'ananguériens, en intégrant non seulement les données ostéologiques disponibles, mais aussi les estimations de masse musculaire révisées à la hausse par les études de tissus mous des fossiles brésiliens. Leurs simulations de vol ont produit des résultats qui ont surpris même leurs auteurs. Les ananguériens n'étaient pas des planeurs. Ils étaient des volants actifs capables de vitesses de croisière en vol battu de l'ordre de 20 à 25 km/h en milieu encombré, avec des pointes pouvant dépasser le double en espace ouvert. Leur rayon de virage minimum
c'est-à-dire la distance minimale dont ils avaient besoin pour effectuer un virage complet sans perdre d'altitude, était remarquablement petit pour des animaux de cette taille. Et leur capacité à modifier l'incidence de leur aile, en modulant la tension des actinofibrilles, leur permettait de passer rapidement d'une configuration de vol battu à un vol plané long et économe, et inversement. En d'autres termes, ils étaient polyvalents d'une façon que le modèle simplifié que nous avions construit ne pouvait pas contenir. Mais la découverte marocaine qui a véritablement changé les termes du débat n'est pas venue des Ananguériens. Elle est venue d'un groupe de ptérosaures beaucoup plus grand, beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus difficile à étudier parce que leurs restes fossiles sont désespérément fragmentaires. Les Azhdarchides. Ce groupe de ptérosaures du Crétacé supérieur comprend les formes les plus grandes que la vie ait jamais envoyées dans les airs. Quetzalcoatlus northropy, déjà mentionné, en est le représentant le plus connu. Mais la formation de Kemkem et les gisements crétacés du Maroc ont livré des fragments d'Azhdarchides qui posent une question précise et décisive sur le mode de vie de ces géants. Des fragments de mâchoires, des os de cou et surtout des empreintes. En 2017, une équipe mixte maroco-européenne a décrit dans la revue PeerG un ensemble de traces fossiles découvertes dans des sédiments du Crétacé du bassin d'Agadir. Ces traces, préservées dans un grès fin de couleur ocre, montraient une séquence de déplacement d'un animal de grande taille se déplaçant sur un substrat qui était, au moment de leur formation, un rivage boueux en bordure d'un plan d'eau peu profond. Les traces des membres postérieurs indiquaient un animal marchant avec une efficacité et une assurance remarquables. Mais ce qui a retenu l'attention des chercheurs, ce sont les traces des membres antérieurs. Plus précisément, leur profondeur, leur orientation et le schéma de pression qu'elles révèlent. Ces empreintes n'étaient pas les traces d'un animal qui se traînait maladroitement sur ses articulations alaires repliées. Elles étaient les traces d'un animal qui marchait, vraiment marchait, en utilisant ses membres antérieurs comme de véritables pattes de soutien, en reportant son poids de façon équilibrée entre les 4 appuis, en adoptant une démarche qui, selon l'analyse biomécanique publiée avec la description des traces, était plus proche de celle d'un chameau au trot que de celle d'un reptile rampant. Cette découverte a reposé une question que certains chercheurs posaient depuis les années 2000 sans obtenir de réponse satisfaisante. Si les Azhdarchides étaient vraiment des planeurs passifs dépendant des courants ascendants et des hauteurs pour décoller, pourquoi leur anatomie au sol était-elle si manifestement optimisée pour la locomotion terrestre efficace? Pourquoi des os de pattes aussi robustes, proportionnellement, à ceux d'animaux terrestres de masse comparable? Pourquoi des hanches orientées de cette façon particulière, qui facilitent la marche bipède ou quadrupède efficace, mais compliquent la posture de lancement depuis une hauteur? Mark Whitton, de l'Université de Portsmouth, dont les travaux sur les Azhdarchides constituent l'une des références majeures de la littérature paléontologique actuelle sur ces animaux, a défendu depuis plusieurs années une hypothèse qui répond à cette question de façon cohérente. Les Azhdarchides étaient des prédateurs terrestres. Pas exclusivement, pas en permanence, mais de façon substantielle et régulière. Des animaux qui atterrissaient, marchaient sur de longues distances à la recherche de proies, se nourrissaient de vertébrés de petite et moyenne taille, de lézards, de mammifères primitifs, peut-être de jeunes dinosaures, et redécollaient ensuite pour parcourir de nouvelles distances. Cette hypothèse est fondée sur plusieurs lignes de preuves convergentes. La morphologie du cou des Azhdarchides, particulièrement rigide et orientée de façon à permettre un mouvement de bas en haut efficace, rappelle davantage celle d'un animal qui attrape ses proies au sol qu'un pêcheur aérien qui plonge vers l'eau. Les proportions de leurs membres au sol, leurs empreintes fossiles, et la distribution géographique de leurs restes fossiles, qui comprend de nombreux sites continentaux éloignés des côtes et des grands plans d'eau, toutes ces données pointent dans la même direction. Whitton et Habib, dans un article co-signé publié en 2010 dans PLOS ONE, ont formalisé cette hypothèse en la soumettant à une analyse comparative rigoureuse. Ils ont comparé les proportions anatomiques des Azhdarchides à celles de groupes d'oiseaux actuels, dont le mode de vie est connu, et ont conclu que les données disponibles étaient davantage compatibles avec un mode de vie de chasseurs terrestres opportunistes qu'avec n'importe quel autre modèle proposé jusqu'alors. L'article a suscité un débat intense. Certains chercheurs ont contesté les comparaisons anatomiques choisies. D'autres ont souligné que la préservation fragmentaire des Azhdarchides rend toute conclusion ferme prématurée.
D'autres encore ont proposé des modèles alternatifs, notamment celui d'un mode de vie semi-aquatique, comparable à celui des spatules ou des flamands actuels. Ce débat n'est pas résolu. Il ne le sera peut-être pas avant de nombreuses années, faute de fossiles suffisamment complets pour trancher définitivement. Mais il illustre quelque chose d'important sur l'état actuel de la paléontologie des ptérosaures. Quelque chose que les reconstructions figées des musées et les images des documentaires télévisés ne reflètent pas encore correctement. Nous ne savons pas vraiment comment vivaient les ptérosaures géants. Nous avons des hypothèses de plus en plus sophistiquées, fondées sur des données de plus en plus précises, débattues avec une rigueur de plus en plus grande. Mais la certitude tranquille avec laquelle les livres de vulgarisation affirmaient encore, il y a 20 ans, que ces animaux planaient passivement au-dessus des mers du Crétacé, a cédé la place à quelque chose de moins confortable et de beaucoup plus honnête. Une série de questions ouvertes. Et parmi toutes ces questions ouvertes, il en est une qui dépasse toutes les autres en importance. Une question qui touche non seulement à la biologie des ptérosaures, mais à la compréhension même des limites du vol chez les vertébrés. Comment Quetzalcoatlus faisait-il ce qu'il faisait? Comment un animal pesant potentiellement 250 kg, avec des os dont les parois ne faisaient parfois pas 1 millimètre d'épaisseur, avec une envergure comparable à celle d'un avion léger, pouvait-il non seulement voler, mais parcourir des milliers de kilomètres, traverser des mers intérieures, maintenir une altitude suffisante pour éviter les prédateurs terrestres, et faire tout cela avec des muscles, des tendons et des membranes biologiques soumis aux mêmes contraintes physiques fondamentales que tout autre tissu vivant? La réponse à cette question est venue d'un endroit inattendu. Pas d'un gisement fossile, pas d'un laboratoire de paléontologie, mais d'un hangar aéronautique au Texas. Un hangar aéronautique au Texas. L'endroit ne ressemble pas, de prime abord, à un lieu où l'on fait avancer la paléontologie. Pas d'ossements, pas de roches sédimentaires, pas de loupe binoculaire ni de pinceau fin pour dégager des fragments de calcaire. Juste de l'acier, des outils, des ordinateurs et des ingénieurs qui parlent de coefficients de portance, de traînées induites et de profils d'ailes, avec la même passion que d'autres parlent de stratigraphie et de phylogénie. Et pourtant, c'est précisément dans ce contexte que certaines des questions les plus fondamentales sur le vol de Quetzalcoatlus ont commencé à trouver des réponses. L'histoire commence en réalité plusieurs décennies plus tôt, au milieu des années 1984, lorsqu'un ingénieur aéronautique du nom de Paul McCready a décidé de construire un Quetzalcoatlus volant. McCready, fondateur d'Aerovironment et l'homme derrière le Gossamer Condor, le premier avion propulsé par la seule force musculaire humaine à avoir accompli un vol contrôlé, n'était pas un homme que les problèmes impossibles intimidaient. Il avait l'habitude de regarder des contraintes physiques apparemment insurmontables et de les transformer en défis d'ingénierie solubles. Son Quetzalcoatlus mécanique, construit pour le Smithsonian Institution et baptisé QN pour Quetzalcoatlus Northrop, avait une envergure de 5,5 mètres, soit environ la moitié de la taille estimée de l'animal réel. Il était construit en matériaux composites ultra légers, équipé de moteurs électriques miniaturisés et conçu pour reproduire le plus fidèlement possible la cinématique de vol d'un ptérosaure géant telle que la comprenaient les scientifiques de l'époque. Le résultat était impressionnant comme démonstration technologique. Comme outil scientifique, il souffrait d'une limitation fondamentale. Il était conçu sur la base du modèle planeur, du modèle passif, du Quetzalcoatlus tel qu'on le comprenait en 1984. Ce qui signifie qu'il reproduisait peut-être avec fidélité un comportement de vol qui n'avait jamais vraiment existé. Mais l'exercice avait démontré quelque chose d'important. La construction d'un modèle volant à l'échelle, même imparfait, révélait des contraintes aérodynamiques et structurales qui n'apparaissaient dans aucun calcul théorique. Elle transformait des abstractions mathématiques en réalités physiques que l'on pouvait observer, mesurer et corriger. C'est cette leçon que des chercheurs contemporains ont voulu appliquer avec des outils infiniment plus puissants. Entre 2012 et 2020, une collaboration entre l'Université du Texas à Austin, le Bureau d'études aéronautiques Aurora Flight Science et plusieurs équipes de paléontologues spécialisés dans les ptérosaures a produit ce qui reste à ce jour l'effort de modélisation le plus complet jamais consacré au vol des ptérosaures géants. Le projet, financé en partie par la National Science Foundation américaine, visait un objectif précis. Pas construire un modèle volant. Construire un modèle numérique complet, intégrant l'aérodynamique,
la biomécanique musculaire, la dynamique des fluides et les contraintes structurales des matériaux biologiques, suffisamment précis pour simuler le comportement de vol de Quetzalcoatlus dans différentes conditions atmosphériques. Le défi était considérable. Pour construire un tel modèle, il fallait d'abord résoudre un problème d'entrée de données. On ne peut pas modéliser le vol d'un animal dont on ne connaît pas avec précision la morphologie complète. Or, les restes fossiles de Quetzalcoatlus northropy, découverts par Douglas Lawson dans la formation de Javelina au Texas en 1972, consistent principalement en des fragments de membres antérieurs et quelques éléments du cou et du torse. Pas de crâne complet, pas de membres postérieurs articulés, pas de traces de tissu mou directement associés aux grands spécimens. Pour pallier cette lacune, l'équipe a utilisé deux stratégies complémentaires. La première consistait à extrapoler depuis des spécimens plus complets d'Ashdarchide de plus petite taille, notamment Zhejiangopterus linnaeensis, un Ashdarchide chinois du Crétacé supérieur dont le squelette est connu de façon beaucoup plus complète, et Atzegopteryx tambema, un Ashdarchide roumain décrit en 2002 dont le crâne partiel suggère un animal peut-être encore plus massif que Quetzalcoatlus. La seconde stratégie consistait à utiliser des algorithmes d'optimisation évolutionnaire, les mêmes outils utilisés dans la conception aéronautique moderne, pour identifier les configurations anatomiques qui maximisaient les performances de vol dans les contraintes physiques définies par les os fossiles connus. Le résultat de ce processus a été une reconstruction de Quetzalcoatlus northropy, nettement différente des représentations précédentes sur plusieurs points fondamentaux. Le premier point concernait la masse corporelle. Les estimations antérieures variaient considérablement, certaines atteignant 500 kg ou davantage pour les plus grandes reconstructions. Le modèle numérique développé par l'équipe du Texas, publié dans une série d'articles entre 2019 et 2022 dans le Journal of Vertebrate Paleontology, convergeait vers une estimation nettement plus basse, entre 180 et 250 kg selon les paramètres choisis pour la densité tissulaire. Cette fourchette reste significativement plus élevée que celle de n'importe quel oiseau volant actuel, mais elle place Quetzalcoatlus dans un registre biomécanique différent de celui qu'impliquaient les estimations plus élevées. Le second point concernait la puissance de vol. Les simulations montraient que Quetzalcoatlus, dans une configuration de vol battu, consommait de l'énergie à un taux compatible avec une musculature pectorale représentant environ 10 à 12% de sa masse corporelle totale. C'est un pourcentage élevé, comparable à celui des oiseaux les plus puissants en proportion de leur taille, mais pas impossible sur le plan biologique. Le troisième point était le plus surprenant. La simulation de la dynamique de vol à différentes altitudes révélait que Quetzalcoatlus n'était pas optimisé pour le vol à basse altitude. Ses performances aérodynamiques s'amélioraient significativement avec l'altitude. À 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, les conditions atmosphériques du Crétacé supérieur, combinées à la géométrie alaire de l'animal, lui permettaient des vitesses de croisière en vol battu de l'ordre de 100 à 120 km/h selon les conditions de vent, avec une autonomie théorique pouvant dépasser les 10 000 km en exploitant les courants ascendants disponibles. 10 000 km. Prenez un instant pour mesurer ce chiffre. C'est la distance entre Paris et Los Angeles. C'est la quasi-totalité de la circonférence de la planète Mars. C'est une capacité de déplacement qui, si elle est confirmée par des données futures, ferait de Quetzalcoatlus le migrant à longue distance le plus performant que la Terre ait jamais porté. Mais cette capacité extraordinaire de vol à haute altitude et à longue distance soulève immédiatement une nouvelle question. Comment un animal qui, selon les données sur ses traces fossiles et sa morphologie au sol, passait manifestement une partie substantielle de son temps à terre, passait-il de la surface à une altitude de 2000 mètres? Et comment gérait-il la transition entre ces deux modes d'existence aussi radicalement différents? C'est ici que le modèle de décollage quadrupède de Michael Habib entre à nouveau en jeu. Et c'est ici qu'il devient difficile de ne pas être frappé par l'élégance de la solution évolutive que ces animaux avaient apparemment trouvée. Un Quetzalcoatlus au repos sur le sol n'était pas un animal impuissant, attendant une falaise ou un courant ascendant favorable. C'était un système de lancement autonome. En position accroupie, ses membres antérieurs repliés emmagasinaient l'énergie élastique dans leurs tendons et leurs ligaments. Au moment du décollage, l'extension explosive et simultanée des 4 membres projetait l'animal vers le haut avec une accélération initiale suffisante pour atteindre la vitesse minimale de vol,
estimé à environ 13 mètres par seconde, avant même que les ailes n'aient effectué un seul battement complet. Les simulations montrent que ce décollage quadrupède, improbable en apparence, était mécaniquement plus efficace pour un animal de la taille de Quetzalcoatlus que n'importe quelle alternative bipède ou en chute libre depuis une hauteur. C'était une solution contre-intuitive à un problème physique fondamental. Et c'était une solution que l'évolution avait apparemment découverte et perfectionnée au fil de millions d'années de sélection dans un groupe d'animaux dont nous commençons seulement à comprendre les véritables capacités. Mais les découvertes du projet Texan ne s'arrêtaient pas à la mécanique du décollage et du vol en croisière. L'une des simulations les plus révélatrices concernait le comportement de l'animal dans les conditions atmosphériques turbulentes. Qu'arrivait-il à un Quetzalcoatlus lorsqu'il rencontrait une rafale de vent soudaine? Comment réagissait une membrane alaire aussi vaste à une perturbation aérodynamique localisée? Les ailes se déformaient-elles de façon catastrophique ou récupéraient-elles automatiquement leur forme optimale? Les résultats de cette simulation ont révélé quelque chose qui avait échappé à toutes les analyses précédentes. La structure interne de la membrane alaire des ptérosaures, avec ses actinofibrilles et ses fibres musculaires intégrées, fonctionnait comme un système de stabilisation passive automatique. Lorsqu'une portion de l'aile subissait une déformation due à une turbulence, la tension différentielle créée dans les actinofibrilles générait automatiquement une force de rappel qui tendait à restaurer la forme optimale de la surface portante, sans aucune intervention musculaire active de l'animal. C'était un mécanisme de régulation aérodynamique passif, intégré directement dans la structure de l'aile. Un système qui n'a pas d'équivalent direct chez les oiseaux ou les chauves-souris. Un système qui était peut-être l'une des clés permettant à ces animaux de maintenir un vol stable, dans des conditions atmosphériques difficiles, sans la dépense énergétique constante qu'impliquerait un contrôle musculaire actif continu. La sophistication de ce mécanisme, lorsqu'on la mesure vraiment, est difficile à ne pas trouver stupéfiante. Ces animaux n'avaient pas seulement développé la capacité de voler, ils avaient développé une architecture à l'air qui optimisait automatiquement ses propres performances aérodynamiques en temps réel, en utilisant les propriétés mécaniques de leur propre tissu biologique comme système de contrôle. C'était, en termes d'ingénierie, une solution élégante à un problème extraordinairement complexe. Et c'était une solution que les ingénieurs aéronautiques qui travaillaient sur le projet Texan reconnaissaient, avec un mélange de respect et d'humilité professionnelle, comme supérieur à beaucoup de solutions techniques humaines équivalentes. Mais toute cette sophistication, toute cette perfection aérodynamique, toute cette extraordinaire réussite évolutive avait une limite. Une limite physique fondamentale que ni la sélection naturelle, ni l'ingénierie biologique ne pouvaient complètement effacer. La taille. Il existe un plafond physique au-delà duquel le vol des vertébrés devient impossible, quelle que soit l'élégance de la solution anatomique. Ce plafond est déterminé par la relation entre la masse corporelle et la surface portante disponible, modifiée par la puissance musculaire maximale que la biologie des vertébrés peut fournir. Les ptérosaures géants, Quetzalcoatlus en tête, se situaient remarquablement près de ce plafond. Certains chercheurs, dont Donald Henderson de l'Université de Calgary, dans une publication controversée de 2010, ont même soutenu que les estimations de taille les plus grandes pour Quetzalcoatlus le plaçaient au-delà de ce plafond, dans une zone où le vol actif serait physiquement impossible pour un vertébré biologique. Henderson concluait que soit les estimations de taille étaient trop élevées, soit notre compréhension des capacités biologiques de ces animaux était trop restrictive. Le débat qui a suivi cette publication est instructif, non pas parce qu'il a produit une réponse définitive, mais parce qu'il a forcé la communauté à articuler avec précision ce que nous savions vraiment et ce que nous supposions encore. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Quetzalcoatlus existait. Ses os sont là, dans les collections du Texas Memorial Museum d'Austin. Ce que nous savons avec une forte probabilité, c'est qu'il volait, parce que son anatomie est incompatible avec un mode de vie entièrement terrestre. Ce que nous estimons avec une confiance modérée, c'est qu'il atteignait les dimensions que les reconstructions actuelles lui attribuent. Et ce que nous comprenons encore très imparfaitement, c'est la façon précise dont toutes ces données se combinent pour produire un animal cohérent d'un point de vue biomécanique. Cette honnêteté épistémologique, cette capacité à distinguer ce que nous savons de ce que nous croyons et de ce que nous espérons, est peut-être la caractéristique la plus importante de la paléontologie moderne des ptérosaures. Et elle est aussi ce qui rend la prochaine découverte dont nous allons parler particulièrement significative.
Parce qu'elle ne vient pas d'une simulation informatique. Elle ne vient pas d'une modélisation biomécanique. Elle vient, comme les meilleures découvertes en paléontologie viennent toujours, d'un endroit où personne ne cherchait vraiment. D'une île. Une île qui, au Crétacé supérieur, était isolée par une mer peu profonde, au milieu de ce qui allait devenir l'Europe centrale. Et ce que les ptérosaures qui vivaient sur cette île étaient devenus, au fil de millions d'années d'isolement évolutif, va vous forcer à reconsidérer une fois de plus tout ce que vous pensiez avoir compris. La Roumanie actuelle, les Carpates occidentales, une région de collines douces et de forêts denses qui ne laisse rien deviner, en surface, de l'extraordinaire secret que ces roches sédimentaires ont gardé pendant 66 millions d'années. Nous sommes à la fin du Crétacé supérieur. Il reste peut-être 2 millions d'années avant l'impact de Chicxulub, avant la grande extinction, avant le rideau final sur l'ère des reptiles dominants. La Terre est chaude, le niveau des mers est élevé, beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, et ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe centrale n'est pas un continent uni, c'est un archipel. Une série d'îles de taille variée, séparées par des bras de mer peu profonds, chacune évoluant à son propre rythme, chacune construisant sa propre faune avec les matériaux que la dérive des continents et les courants marins lui avaient fournis. L'une de ces îles s'appelait Atseg, ou plutôt c'est le nom que nous lui donnons aujourd'hui, d'après le bassin roumain dans lequel ces sédiments ont fini par être découverts. Au Crétacé supérieur, cette île avait une superficie estimée entre 80 000 et 150 000 km², selon les reconstructions paléogéographiques actuelles. C'est à peu près la taille de la Grèce ou de l'Angleterre, pas minuscule, mais suffisamment isolée, depuis suffisamment longtemps, pour que l'évolution y ait fait des choses qui défient les attentes. L'île de Atseg était une anomalie dans le monde du Crétacé supérieur. Partout ailleurs sur la planète, le Crétacé terminal était dominé par des dinosaures de grande taille. Les hadrosaurides, les cératopsiens, les ankylosaures, les sauropodes tardifs, et bien sûr, les tyrannosaures et leurs équivalents régionaux, tous ces animaux avaient évolué vers des formats colossaux dans le contexte d'écosystèmes continentaux vastes et richement peuplés. La compétition pour les ressources, la pression de prédation, la disponibilité d'espace et de nourriture en grande quantité, tous ces facteurs favorisaient, dans les grandes masses continentales du Crétacé, des trajectoires évolutives qui tendaient vers le gigantisme. Sur l'île de Atseg, exactement le contraire s'était produit. Les dinosaures qui vivaient sur cette île avaient rétréci. Pas métaphoriquement, littéralement, physiologiquement, génétiquement rétrécis au fil des générations, sous l'effet d'un phénomène évolutif bien documenté que les biologistes appellent le nanisme insulaire. Les sauropodes de Atseg, notamment Magarosaurus dacus, atteignaient environ 6 mètres de long, à peine plus qu'un cheval de trait moderne, là où leurs cousins continentaux mesuraient entre 20 et 30 mètres. Les hadrosaurides de l'île, comme Telmatosaurus transylvanicus, étaient proportionnellement réduits selon le même schéma. L'explication de ce nanisme est bien comprise. Sur une île aux ressources limitées, les individus de plus petite taille ont un avantage sélectif. Ils consomment moins, peuvent subsister sur des territoires plus petits et se reproduisent plus rapidement. Au fil des générations, la sélection pousse inexorablement vers la réduction de la taille corporelle. C'est un phénomène que l'on observe encore aujourd'hui sur des îles isolées du monde entier, avec des éléphants nains à Crète et en Sicile au Pléistocène, avec des hippopotames nains à Chypre, avec des mammouths nains sur l'île Vrangel en Sibérie. Mais sur l'île de Atseg, quelque chose d'autre s'était également produit. Quelque chose d'exactement inverse. Dans un écosystème insulaire où les grands prédateurs continentaux étaient absents, où les tyrannosaures et les abélisauridés n'avaient jamais débarqué, le sommet de la chaîne alimentaire était resté vacant. Et la nature, comme chacun sait, n'aime pas les vacuités écologiques. Un prédateur avait évolué pour occuper ce sommet. Un prédateur qui avait suivi la trajectoire exactement opposée à celle des herbivores insulaires. Un prédateur qui, libéré de la compétition avec les grands théropodes continentaux et aiguillonné par l'abondance de proies à portée facile, avait évolué vers le gigantisme dans une direction que personne n'aurait prédite. Ce prédateur était un ptérosaure, Atsegopteryx tambema, décrit pour la première fois en 2002 par les paléontologues Dan Grigorescu et Éric Buffetot, à partir de fragments découverts dans le bassin de Atseg. Cet animal pose immédiatement un problème d'interprétation. Les fragments disponibles, un crâne partiel et des éléments du membre antérieur, révèlent un animal indubitablement gigantesque.
La taille estimée de son crâne, sur la base des fragments disponibles, suggère une longueur entre 2,5 et 3 mètres. C'est un crâne plus long que la hauteur d'un homme debout, et c'est un crâne dont la structure osseuse est nettement différente de celle de Quetzalcoatlus. Les os du crâne d'Atsegopteryx sont épais, remarquablement épais pour un ptérosaure. Là où les âges d'archide typiques présentent des parois osseuses réduites à leur minimum vital pour économiser le poids, les os crâniens d'Atsegopteryx ont des parois de plusieurs millimètres, avec une structure interne trabéculaire, en nid d'abeille, qui combine robustesse et légèreté relative. C'est une architecture osseuse que l'on retrouve chez les animaux dont la tête est soumise à des contraintes mécaniques importantes. Des animaux qui mordent avec force. Des animaux qui saisissent des proies résistantes. Ce détail anatomique, en apparence mineur, change tout à l'interprétation fonctionnelle de l'animal. Un crâne aussi robuste, sur un ptérosaure dont l'envergure est estimée entre 10 et 12 mètres, ne s'explique pas par un régime de poissons avalés entiers depuis la surface de l'eau. Il ne s'explique pas non plus par une alimentation de petits invertébrés ramassés délicatement sur le sol. Il s'explique par la nécessité de saisir, de retenir et de tuer des proies vertébrées de grande taille, des proies qui résistaient, qui se débattaient, qui opposaient une résistance physique significative à leurs prédateurs. Mark Wheaton et Darren Naish, dans une analyse publiée en 2017 dans PLOS, ont confronté cette anatomie au contexte écologique de l'île de Atseg. Leur conclusion est directe et brutale dans son application. Atsegopteryx était le grand prédateur terrestre de l'île de Atseg, le seul prédateur suffisamment grand pour s'attaquer aux sauropodes nains et aux hadrosauridés réduits qui peuplaient l'île. Un prédateur qui utilisait son énorme crâne comme principal outil de capture et de mise à mort, saisissant ses proies dans une gueule capable d'exercer une force de morsure que les modèles biomécaniques publiés par Wheaton estiment comparable à celle d'un crocodile de taille moyenne. Voilà ce que l'île de Atseg avait produit. Un ptérosaure géant qui avait abandonné le ciel comme habitat principal, ou du moins l'avait relégué à un rôle secondaire, pour devenir le seigneur terrestre d'un écosystème insulaire isolé. Un animal qui ne ressemblait à aucune reconstruction classique de ptérosaure. Pas de pêcheur côtier élégant, pas de planeur majestueux au-dessus des falaises. Un prédateur massif, robuste, à la démarche efficace, capable de parcourir son île à la recherche de proies de la taille d'un cheval, et de les tuer avec une gueule de 3 mètres. Cette image est inconfortable. Elle contredit quelque chose d'ancré profondément dans notre représentation des ptérosaures. L'idée que ces animaux appartenaient au ciel, que le sol n'était pour eux qu'une halte temporaire, qu'ils étaient fondamentalement des créatures de l'air égarées sur la terre ferme. Atsegopteryx dit autre chose. Il dit que les ptérosaures étaient assez plastiques, assez adaptables, assez capables d'explorer des niches écologiques radicalement différentes pour que certains d'entre eux aient pu évoluer vers des modes de vie dont le vol n'était plus la caractéristique centrale. Mais cette plasticité évolutive extraordinaire soulève une autre question. Une question qui touche au cœur même de la biologie des ptérosaures et qui reste parmi les plus débattues de la discipline. Comment ces animaux grandissaient-ils? Comment passaient-ils de l'œuf à l'adulte? Et quel impact leur mode de croissance avait-il sur leur capacité à voler? Parce que la croissance est un problème fondamental pour un animal volant. Un oisillon ne vole pas. Un jeune chauve-souris ne vole pas avant d'avoir atteint une taille fonctionnelle minimale. Les contraintes aérodynamiques du vol imposent une taille minimale effective, en dessous de laquelle les ailes ne génèrent pas une portance suffisante. Et les contraintes de la croissance imposent une trajectoire de développement pendant laquelle l'animal est nécessairement vulnérable. Pour les ptérosaures géants, ces contraintes auraient dû être dramatiques. Un jeune Quetzalcoatlus ou un jeune Atsegopteryx, passant de la taille d'un œuf à celle d'un adulte de plus de 100 kg, aurait dû traverser une période prolongée de vulnérabilité aérienne. Une période pendant laquelle il ne pouvait pas encore voler efficacement, mais était déjà trop grand pour se cacher facilement des prédateurs. Comment cet intervalle de vulnérabilité était-il géré? Les ptérosaures géants se reproduisaient-ils en colonies, offrant une protection collective aux jeunes? Construisaient-ils des nids en hauteur, inaccessibles aux prédateurs terrestres? Les femelles s'occupaient-elles activement de leurs petits pendant cette phase critique? Pour répondre à ces questions, il a fallu attendre une découverte réalisée à des milliers de kilomètres de la Roumanie, dans un environnement aussi différent de l'Europe crétacée que possible. Dans le désert de Gobi. En 2014, une équipe sino-canadienne travaillant dans la formation de Yixian en Chine
a publié dans la revue Science une description qui a immédiatement fait le tour de la communauté paléontologique mondiale. Les chercheurs avaient découvert des œufs de ptérosaures, pas un ou deux, des dizaines. Regroupés dans ce qui semblait être un nid collectif, un site de ponte partagé par plusieurs femelles appartenant à au moins 2 espèces différentes. Ces œufs, désignés sous le nom d'Amipterus tiansanensis, d'après l'espèce dont ils étaient associés aux restes adultes, mesuraient entre 5 et 6 cm de long. Ils avaient une coquille souple, comparable à celle des reptiles modernes, plutôt qu'à la coquille calcifiée rigide des oiseaux, ce qui expliquait pourquoi leur préservation fossile avait été si rare jusqu'alors. Et certains de ces œufs contenaient, visibles aux rayons X, des embryons en cours de développement. L'analyse des embryons a révélé quelque chose qui avait des implications directes sur la question de la croissance et du vol. Les embryons d'Amipterus montraient des pattes postérieures bien développées à un stade relativement précoce du développement, mais des membres antérieurs, les ailes, significativement moins développés proportionnellement. Ce schéma de développement suggère que les jeunes ptérosaures, à l'éclosion, étaient capables de se déplacer au sol sur leurs pattes postérieures, mais pas encore de voler. C'est une conclusion qui paraît logique en rétrospective. Mais elle bouleversait un consensus qui s'était établi dans les années 2000 autour d'une hypothèse inverse. Plusieurs chercheurs, notamment Robert Elgin et Eberhard Frey de l'Institut de géologie de Karlsruhe, avaient défendu l'idée que les ptérosaures naissaient avec des ailes pleinement fonctionnelles, capables de voler dès l'éclosion. Ils appelaient ces jeunes ptérosaures volants des flaplings, et l'hypothèse avait une certaine élégance évolutive. Un jeune ptérosaure qui pouvait voler immédiatement après l'éclosion était un jeune ptérosaure capable d'échapper aux prédateurs terrestres par les airs dès les premiers jours de sa vie. Les embryons d'Amipterus ont sérieusement ébranlé cette hypothèse. Pas définitivement, parce que Amipterus n'était qu'une espèce parmi des centaines, et des espèces différentes pouvaient avoir des stratégies de développement différentes. Mais suffisamment pour que l'hypothèse du flapling soit désormais considérée comme l'une des options possibles, plutôt que comme la vérité établie. Ce que la découverte des nids collectifs d'Amipterus suggérait en revanche avec plus de force, c'est que les ptérosaures avaient des comportements reproductifs plus complexes que ce que nous avions généralement supposé. Les nids collectifs impliquent une certaine forme de tolérance sociale entre individus adultes, peut-être même une forme de coopération dans le choix et la défense du site de ponte. Ils impliquent des femelles qui retournent au même site d'une saison à l'autre. Ils impliquent une organisation sociale dont nous n'avons pour l'essentiel aucune autre trace directe dans le registre fossile. Et si les ptérosaures avaient une organisation sociale, si certains d'entre eux se rassemblaient en groupe pour se reproduire, pour se nourrir ou pour migrer, cela changeait encore une fois notre image de ces animaux. Pas des créatures solitaires planant en silence au-dessus des mers du Mésozoïque, chacune pour elle-même. Des animaux sociaux, peut-être bruyants, certainement communicants, interagissant les uns avec les autres d'une façon qui a laissé des traces dans le registre fossile, si l'on sait où les chercher. Et les crêtes sont peut-être la trace la plus évidente de cette communication. Ces structures osseuses spectaculaires que portaient de nombreux ptérosaures sur le crâne ont été interprétées de toutes les façons possibles depuis leur découverte. Des gouvernails de vol, des structures de thermorégulation, des ornements sexuels, des organes de reconnaissance spécifiques. La liste des hypothèses est presque aussi longue que la liste des espèces qui portaient ces crêtes. Et c'est précisément de ces crêtes, de ce que leur structure révèle sur la biologie et le comportement des ptérosaures, que nous devons parler maintenant. Parce que la réponse que la science a récemment commencé à construire sur la fonction de ces ornements est peut-être la chose la plus inattendue que nous ayons apprise sur ces animaux depuis des décennies. Et elle vient, une fois de plus, d'un endroit que personne n'attendait. D'un fossile retrouvé dans la poche d'un contrebandier, saisi à un poste frontière et qui a failli disparaître à jamais avant d'atteindre un laboratoire. Un poste frontière entre le Brésil et l'Europe. 2011. Un agent des douanes inspecte les bagages d'un passager en transit et découvre, soigneusement emballé dans du papier journal et dissimulé entre des vêtements, un bloc de roche sédimentaire de la taille d'une valise. À l'intérieur du bloc, visible sur la surface fracturée, les contours d'un crâne fossile. Un crâne long, aplati, portant une crête osseuse spectaculaire qui se dresse comme une voile au-dessus de la mâchoire supérieure. Le fossile est saisi. Le passager est interrogé.
Et la roche, après plusieurs années de procédures administratives et juridiques, finit par atterrir dans les mains d'une équipe de chercheurs brésiliens et britanniques qui vont passer les années suivantes à l'analyser avec tous les outils que la science moderne met à leur disposition. Ce crâne appartient à un ptérosaure du Crétacé inférieur du Brésil, un ananguérien proche de Thalassodromeus seti, une espèce décrite en 2002 dont la crête crânienne constituait, proportionnellement au reste du crâne, la plus grande structure ornementale connue chez n'importe quel vertébré de toute l'histoire de la vie sur Terre. La crête de Thalassodromeus représentait en effet environ 75% de la surface totale du crâne. 3/4 du crâne était de la crête. L'os de la mâchoire lui-même, la structure fonctionnelle qui permettait à l'animal de se nourrir, était minoritaire en superficie par rapport à cet ornement démesuré. Le fossile saisi à la douane n'était pas Thalassodromeus lui-même. Mais il appartenait au même groupe, et sa crête, bien que moins extrême, présentait une caractéristique que les scanners à rayons X ont révélée avec une clarté stupéfiante. À l'intérieur de la crête, un réseau de canaux vasculaires. Des canaux fins, ramifiés, courant dans toute l'épaisseur de la structure osseuse, comme les nervures d'une feuille. Des canaux qui, de leur vivant, étaient remplis de sang. Des canaux dont la densité et la distribution suggèrent un flux sanguin intense dans cette structure. Un flux que seules 2 fonctions biologiques majeures peuvent justifier. La thermorégulation ou la communication visuelle par changement de couleur. Ces 2 hypothèses ne sont pas nouvelles. Elles avaient été proposées pour les crêtes de ptérosaures depuis les années 1990. Mais la visualisation directe du réseau vasculaire interne d'une crête ptérosaure, avec la densité et la distribution précise de ces canaux, donnait à ces hypothèses un fondement anatomique concret qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. La thermorégulation d'abord. Les crêtes richement vascularisées peuvent fonctionner comme des radiateurs biologiques, dissipant la chaleur corporelle excédentaire par convection lorsque l'animal est exposé au vent, ou au contraire absorbant la chaleur solaire lorsque la température ambiante est basse. Ce mécanisme est bien documenté chez les reptiles actuels, notamment chez certains lézards à crête dorsale dont le comportement thermorégulateur a été étudié en détail. L'appliquer aux ptérosaures était donc une extrapolation raisonnable, soutenue par des parallèles phylogénétiques solides. Mais la seconde hypothèse est beaucoup plus intrigante. Chez de nombreux reptiles et oiseaux actuels, les structures ornementales richement vascularisées peuvent changer de couleur en fonction de l'état physiologique de l'animal, par afflux ou retrait du flux sanguin dans les capillaires superficiels. Un iguane mâle en période de dominance présente une coloration vive différente de sa coloration de repos. Un caméléon en état de stress affiche des motifs différents de sa couleur neutre. Ces changements de coloration ne sont pas de simples curiosités esthétiques. Ils sont des signaux, des informations transmises à d'autres membres de l'espèce sur l'état physiologique, émotionnel, reproducteur ou social de l'émetteur. Si les crêtes des ptérosaures fonctionnaient selon un mécanisme similaire, cela implique quelque chose de fondamental sur la nature de ces animaux. Cela implique qu'ils se regardaient, qu'ils reconnaissaient leurs congénères individuellement, ou au moins par catégorie de statut social, qu'ils transmettaient et recevaient des informations visuelles complexes, qu'ils avaient une vie sociale suffisamment riche pour que cette capacité de communication visuelle sophistiquée ait une valeur sélective suffisante pour justifier le coût énergétique et aérodynamique de porter une crête de 75% de la surface du crâne. Ce n'est pas anodin. C'est potentiellement révolutionnaire dans l'image que nous avons de ces animaux. Elizabeth Martin Silverstone, de l'Université de Bristol, dont les travaux sur la biologie des tissus mous des ptérosaures constituent l'une des contributions les plus importantes de la dernière décennie, a publié en 2021 une analyse qui pousse cette réflexion encore plus loin. En combinant les données vasculaires des crêtes avec des études sur la structure microscopique des os crâniens de plusieurs espèces de ptérosaures, son équipe a proposé que les variations de taille et de forme des crêtes au sein d'une même espèce, variations que l'on observe clairement sur des spécimens d'âge différents de Pteranodon longiceps notamment, reflétaient non seulement la maturité sexuelle de l'individu, mais potentiellement son statut dans une hiérarchie sociale. Les ptérosaures, selon cette lecture, n'étaient pas simplement des machines à voler. Ils étaient des acteurs sociaux dans des communautés structurées, avec des individus dominants et subordonnés, des signaux de statut lisibles à distance, et probablement des comportements de compétition ritualisés, dont la crête était l'enjeu visuel central.
Cette image est difficile à réconcilier avec le ptérosaure solitaire et muet des reconstructions classiques, mais elle devient encore plus difficile à ignorer lorsqu'on l'associe à une autre ligne de preuve, une ligne qui vient cette fois non pas des os, mais du cerveau. Les études de neuroanatomie des ptérosaures, rendues possibles par les scanners à haute résolution qui permettent de reconstituer la forme exacte de l'encéphale à partir des cavités crâniennes fossilisées, ont produit des résultats remarquables au cours de la dernière décennie. La technique, appliquée à des crânes de ptérosaures dans plusieurs institutions, dont le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et l'université Yale, consiste à remplir virtuellement la cavité cérébrale d'un crâne fossilisé avec un maillage numérique, créant ainsi un endocrâne en 3 dimensions qui reflète fidèlement la morphologie de l'encéphale original. Ces endocrânes révèlent un cerveau dont certaines régions sont proportionnellement plus développées que ce que l'on attendrait d'un reptile de taille comparable. En particulier, les lobes optiques. Les lobes optiques des ptérosaures, les régions du cerveau dédiées au traitement de l'information visuelle, étaient développées à un niveau qui se compare favorablement à celui des oiseaux modernes. Pas à celui des lézards, pas à celui des crocodiliens, à celui des oiseaux, qui sont parmi les vertébrés dotés des capacités visuelles les plus sophistiquées de toute la nature vivante. Cela signifie que les ptérosaures voyaient bien, probablement très bien, probablement avec une acuité et une résolution de détails que la plupart des reptiles actuels ne peuvent pas approcher. Peut-être avec une sensibilité aux couleurs qui incluait des longueurs d'onde ultraviolettes, comme c'est le cas chez beaucoup d'oiseaux modernes, une capacité qui rendrait les variations de coloration des crêtes vascularisées encore plus visibles et informationnellement riches qu'elles ne le seraient pour un œil humain. La vision n'était pas leur seul atout sensoriel. Les endocrânes de ptérosaures révèlent également un flocule cérébelleux particulièrement développé. Le flocule est la région du cervelet responsable de la coordination entre les informations vestibulaires, c'est-à-dire l'équilibre et la perception du mouvement, et les commandes motrices envoyées aux muscles des yeux et du corps. Chez les oiseaux actuels, le développement du flocule est directement corrélé à la qualité du contrôle du vol, notamment à la capacité de stabiliser le regard pendant les mouvements rapides de la tête et du corps en vol. Un flocule bien développé chez les ptérosaures indique un contrôle du vol précis et sophistiqué, une capacité de traitement en temps réel des informations d'équilibre et de mouvement qui est la signature neurale d'un volant actif et agile. Pas d'un planeur passif qui se laisse porter par le vent et n'a besoin que d'ajustements mineurs pour maintenir sa trajectoire. D'un pilote qui gère activement son vol dans un environnement tridimensionnel complexe. Ces données neurologiques, combinées aux données vasculaires des crêtes et aux données biomécaniques des ailes, dessinent un portrait cohérent d'animaux d'une sophistication biologique que nous avions collectivement sous-estimée pendant des générations. Des animaux qui voyaient avec une acuité extraordinaire, qui communiquaient visuellement avec leurs congénères de façon potentiellement très riche, qui contrôlaient leur vol avec une précision que leur cerveau était spécifiquement organisé pour gérer, et qui vivaient dans des structures sociales dont nous percevons encore très imparfaitement les contours. Cette réévaluation de la sophistication des ptérosaures n'est pas anodine du point de vue de leur place dans l'histoire de la vie. Pendant longtemps, l'histoire de l'intelligence et de la complexité comportementale chez les vertébrés était racontée comme une progression linéaire depuis les reptiles vers les oiseaux et les mammifères. Les reptiles étaient simples, les oiseaux et les mammifères étaient complexes, et les ptérosaures, en tant que reptiles archaïques, étaient placés du côté simple de cette division. Mais si les ptérosaures avaient des cerveaux comparables à ceux des oiseaux, en termes de développement des régions visuelles et d'équilibre, s'ils avaient des structures de communication visuelle aussi élaborées que leur crête le suggère, s'ils avaient des comportements reproductifs collectifs et peut-être des organisations sociales hiérarchisées, alors la frontière que nous avions tracée entre les reptiles simples du Mésozoïque et les vertébrés complexes du Cénozoïque était une simplification qui ne rendait pas justice à la réalité. La complexité comportementale n'est pas une invention des oiseaux et des mammifères. Elle existait déjà, sous des formes peut-être différentes mais réelles, dans le ciel du Mésozoïque, portée par des animaux dont nous dessinions encore, il y a 30 ans, des reconstructions à peine plus élaborées que des lézards avec des ailes. Mais toute cette sophistication, tout ce raffinement, toute cette réussite évolutive extraordinaire avait une durée de vie. Une limite temporelle que ni la perfection aérodynamique, ni l'intelligence sociale, ni la plasticité écologique ne pouvaient repousser indéfiniment.
Il y a 66 millions d'années, quelque chose s'est produit qui a mis fin à tout cela. Et la façon dont les ptérosaures ont disparu, la raison précise pour laquelle ces maîtres du ciel pendant 160 millions d'années n'ont pas survécu à l'événement qui a également tué les dinosaures non aviaires, est une question dont la réponse est à la fois plus simple et plus troublante que ce que la plupart des gens imaginent. Parce que les ptérosaures n'ont peut-être pas été tués par l'astéroïde. Ils étaient peut-être déjà en train de mourir. 66 millions d'années. Le Crétacé terminal. La péninsule du Yucatan, dans ce qui sera un jour le Mexique. Un objet de 10 à 12 km de diamètre pénètre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse d'environ 20 km par seconde. L'impact libère une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes atomiques. Des milliers de kilomètres cubes de roches sont vaporisés en quelques secondes. Une onde de choc planétaire. Des tsunamis de hauteur inimaginable. Une pluie de débris incandescents qui embrase les forêts sur des continents entiers. Puis l'hiver d'impact. Des années de froid, d'obscurité, d'effondrement des chaînes alimentaires. Tout cela, nous le savons. Ce que nous savons moins bien, ce que les données paléontologiques récentes ont commencé à révéler avec une précision croissante et troublante, c'est ce qui se passait dans le ciel du Crétacé dans les millions d'années qui précédaient cet impact. Et la réponse à cette question change profondément la façon dont nous comprenons la disparition des ptérosaures. Revenons en arrière. Pas jusqu'à l'impact, beaucoup plus loin, jusqu'au Crétacé moyen, environ 90 millions d'années avant notre époque. À ce moment précis de l'histoire de la vie, le ciel était encore plein de ptérosaures. Des ptérosaures de toute taille, de toute morphologie, exploitant des niches écologiques aériennes d'une diversité extraordinaire. Les archives fossiles de cette période témoignent d'une radiation évolutive encore robuste, encore inventive, encore capable de produire des formes nouvelles et des solutions anatomiques inédites. Puis quelque chose a commencé à changer. Pas brutalement, pas catastrophiquement, lentement. Presque imperceptiblement dans les archives géologiques, mais de façon réelle et documentée. La diversité des ptérosaures a commencé à décliner. Ce déclin a été quantifié pour la première fois de façon rigoureuse dans une étude publiée en 2016 dans la revue Royal Society Open Science par une équipe dirigée par Elizabeth Martin Silverstone. En analysant systématiquement la distribution temporelle de toutes les espèces de ptérosaures connues à travers le registre fossile du Crétacé, les chercheurs ont produit des courbes de diversité qui racontent une histoire claire et préoccupante. Entre 90 et 66 millions d'années, la diversité des ptérosaures a chuté de façon significative. Pas en raison d'un événement catastrophique unique, pas à cause d'une maladie ou d'une modification climatique soudaine, mais par une érosion progressive du nombre d'espèces, une perte nette de lignées évolutives qui n'était pas compensée par l'apparition de nouvelles espèces à un rythme suffisant. Au moment de l'impact de Chicxulub, il y a 66 millions d'années, les ptérosaures n'étaient plus que l'ombre de ce qu'ils avaient été. La diversité extraordinaire du Crétacé moyen avait été réduite à quelques groupes dominants, principalement les Ashdarchides, ces géants dont nous avons longuement parlé. Les ptérosaures de petite et moyenne taille, qui avaient constitué l'essentiel de la diversité du groupe pendant la majeure partie de son histoire, avaient presque entièrement disparu. Pourquoi? La réponse la plus évidente, et la première que les chercheurs ont proposée, implique les oiseaux. Les oiseaux sont apparus au Jurassique supérieur, il y a environ 150 millions d'années. Pendant les premières dizaines de millions d'années de leur existence, ils coexistaient avec les ptérosaures sans sembler menacer leur diversité. Mais au Crétacé, les oiseaux ont connu leur propre radiation évolutive explosive. Ils ont diversifié leur forme, leur taille, leurs spécialisations écologiques. Et ce faisant, selon l'hypothèse de la compétition écologique, ils ont progressivement envahi les niches que les ptérosaures de petite et moyenne taille occupaient. Un ptérosaure pêcheur de petite taille, avec ses contraintes de vol spécifiques et sa masse osseuse minimale, était-il vraiment en compétition directe avec un oiseau pêcheur de taille comparable, plus léger encore, plus agile, et doté d'une isolation thermique que les premières formes de plumes conféraient? Un ptérosaure insectivore volant la nuit, si tant est que certains d'entre eux étaient nocturnes, pouvait-il rivaliser avec les premiers oiseaux nocturnes dont les archives fossiles commencent à révéler l'existence au Crétacé supérieur? L'hypothèse est séduisante. Elle a une logique écologique convaincante, et elle est soutenue par le fait que le déclin de diversité des ptérosaures de petite taille
coïncide temporellement avec la montée en diversité des oiseaux du Crétacé supérieur. Mais elle est loin d'être universellement acceptée. David Hone, de l'université Queen Mary de Londres, dont les travaux sur l'écologie des ptérosaures constituent une référence majeure, a publié en 2010 une analyse critique de l'hypothèse de compétition qui en souligne les faiblesses. La principale objection est méthodologique. La coïncidence temporelle entre le déclin des ptérosaures et la montée en diversité des oiseaux ne prouve pas la causalité. Deux tendances peuvent se produire simultanément sans que l'une soit la cause de l'autre. De plus, argumente Hone, les archives fossiles du Crétacé sont suffisamment lacunaires pour que les courbes de diversité soient sensibles au biais d'échantillonnage. Les sites fossilifères riches en ptérosaures et les sites riches en oiseaux primitifs ne sont pas les mêmes. Les comparaisons directes entre les deux groupes sont donc difficiles à établir avec la rigueur nécessaire pour conclure à une relation de compétition réelle. Une hypothèse alternative, développée notamment par Graham Lloyd de l'université de Leeds dans une publication de 2012, attribue le déclin des ptérosaures non pas à la pression compétitive des oiseaux, mais à un changement dans les conditions environnementales globales du Crétacé supérieur. Le Crétacé supérieur a été une période de changements climatiques et océanographiques importants. Le niveau des mers a fluctué de façon significative. Les écosystèmes côtiers et marins, qui constituaient les habitats de nombreuses espèces de ptérosaures, ont subi des transformations profondes. La composition des forêts a changé, avec l'expansion des plantes à fleurs, les angiospermes, qui ont progressivement supplanté les gymnospermes dans de nombreux environnements, modifiant les structures d'habitat disponibles pour les ptérosaures forestiers. Ces changements environnementaux auraient réduit la diversité des niches disponibles pour les ptérosaures, favorisant les grands spécialistes comme les ajdarchides, au détriment des petits généralistes. Ce n'était pas la compétition avec les oiseaux qui appauvrissait la diversité des ptérosaures. C'était la disparition progressive des écosystèmes dont dépendaient les espèces les plus spécialisées. Ces deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. Il est tout à fait possible que les deux mécanismes aient opéré simultanément, la compétition avec les oiseaux ayant accéléré un déclin que les changements environnementaux avaient déjà amorcé. La réalité biologique est rarement aussi simple qu'une seule cause unique. Mais voici ce que les deux hypothèses ont en commun, et ce qui les rend toutes les deux importantes pour comprendre la disparition finale des ptérosaures. Elles impliquent toutes les deux que les ptérosaures étaient déjà fragilisés au moment de l'impact de Chicxulub. Un groupe à diversité réduite, dominé par quelques lignées de grands spécialistes, est un groupe écologiquement vulnérable. La diversité est une assurance contre les catastrophes. Elle signifie que même si une perturbation majeure détruit la plupart des niches disponibles, il reste suffisamment de lignées différentes, suffisamment de spécialisation et de flexibilité comportementale différentes pour que certaines d'entre elles trouvent un chemin à travers la catastrophe. C'est précisément ce qui s'est passé avec les oiseaux. Les oiseaux du Crétacé terminal n'étaient pas immunisés contre l'impact de Chicxulub. La grande majorité des lignées d'oiseaux du Crétacé ont disparu dans la catastrophe. Les paléornithologues estiment que seules quelques lignées, peut-être une poignée d'espèces parmi les centaines qui existaient, ont survécu à l'hiver d'impact et donné naissance à toute la diversité avienne actuelle. Mais ces quelques lignées ont survécu. Pourquoi? Probablement parce que leur diversité initiale était suffisamment grande pour que la probabilité statistique qu'au moins quelques lignées possèdent les caractéristiques nécessaires à la survie dans les conditions post-impact soit non négligeable. Des petits corps qui nécessitent peu de nourriture. Des régimes alimentaires flexibles capables de basculer rapidement vers des ressources disponibles après l'impact, notamment les graines et les invertébrés. Des comportements de thermorégulation efficaces. Et probablement une capacité à utiliser des refuges souterrains ou semi-souterrains pendant les périodes les plus sévères de l'hiver d'impact. Les ptérosaures survivants au moment de l'impact, c'est-à-dire essentiellement les ajdarchides géants, ne possédaient aucune de ces caractéristiques. Ils étaient grands, très grands. Un animal de 100 kg et plus a besoin d'une quantité de nourriture considérable chaque jour pour maintenir son métabolisme, particulièrement si ce métabolisme était aussi actif que les données physiologiques récentes le suggèrent. Dans un monde où la productivité photosynthétique s'est effondrée pendant des années à cause des poussières en suspension dans l'atmosphère, un animal de cette taille était condamné. Ils étaient spécialisés. Les ajdarchides avaient évolué vers des niches écologiques précises, que ce soit la prédation terrestre de vertébrés de taille moyenne
ou le vol en haute altitude sur de longues distances. Ces niches ont disparu avec l'effondrement des écosystèmes du Crétacé. Il n'y avait pas d'alternative facilement accessible dans le monde post-impact, et ils étaient probablement peu nombreux. Les grands animaux ont naturellement des densités de population plus faibles que les petits. Un territoire donné peut nourrir beaucoup plus d'individus d'une espèce de 100 grammes qu'une espèce de 100 kilogrammes. Dans un contexte de déclin de diversité déjà amorcé, les populations d'Ajdarchid étaient vraisemblablement insuffisantes pour absorber les pertes catastrophiques induites par l'impact. Il y a 66 millions d'années, quelque part dans ce qui allait devenir l'Amérique du Nord, ou l'Europe, ou l'Asie centrale, le dernier ptérosaure est mort. Nous ne savons pas comment. Nous ne savons pas où exactement. Nous ne savons pas si c'était un Ajdarchid géant, abattu par le froid et la famine de l'hiver d'impact, ou un animal plus petit dont nous n'avons pas encore découvert les restes fossiles, et qui aurait survécu quelques semaines ou quelques mois de plus que ses congénères. Ce que nous savons, c'est que ce moment a marqué la fin d'une histoire évolutive de 160 millions d'années. La fin d'une expérience biologique unique. La fin de la seule lignée de reptiles qui ait jamais conquis les airs. Mais voici quelque chose que l'on dit rarement sur cette extinction. Quelque chose qui mérite d'être dit clairement, parce qu'il change la tonalité émotionnelle de cette histoire. Les ptérosaures ne sont pas vraiment morts sans descendance. Pas directement. Les ptérosaures n'ont pas de descendants vivants au sens strict du terme, contrairement aux dinosaures non aviaires, dont les oiseaux sont les héritiers directs. Mais l'impact évolutif des ptérosaures sur la biosphère du Mésozoïque a façonné des trajectoires dont certaines conséquences sont encore perceptibles aujourd'hui. Les pressions de prédation exercées par les ptérosaures sur les poissons côtiers pendant des dizaines de millions d'années ont probablement influencé l'évolution des comportements antiprédateurs de nombreuses lignées de poissons. La compétition avec les ptérosaures a peut-être contribué à pousser les premiers oiseaux vers des niches écologiques que les ptérosaures n'occupaient pas, favorisant ainsi certaines trajectoires évolutives dans la radiation aviaire plutôt que d'autres. L'écologie des ptérosaures géants comme prédateurs terrestres dans certains environnements insulaires a structuré des écosystèmes dont les effets en cascade se sont peut-être propagés à travers des chaînes alimentaires entières pendant des millions d'années. Ces influences sont difficiles à tracer avec précision. Elles appartiennent au domaine de la paléoécologie spéculative plutôt que de la paléontologie descriptive. Mais elles rappellent quelque chose d'important. Aucune extinction n'est sans conséquence. Aucune lignée ne disparaît sans laisser une empreinte dans le tissu de la vie qui continue après elle. Les ptérosaures ont disparu. Mais pendant 160 millions d'années, ils ont été une force évolutive et écologique majeure. Et les écosystèmes dans lesquels les oiseaux ont ensuite rayonné, les niches que ces oiseaux ont progressivement occupées, les pressions sélectives auxquelles ils ont répondu, tout cela portait en partie la marque de ce que les ptérosaures avaient été. Il reste pourtant une dernière question, la plus difficile de toutes, celle que la paléontologie des ptérosaures affronte avec une honnêteté croissante, mais sans réponse encore satisfaisante. Pourquoi les ptérosaures n'ont-ils pas survécu là où les oiseaux ont survécu? Si les oiseaux et les ptérosaures occupaient des niches aériennes partiellement chevauchantes, si les oiseaux du Crétacé terminal étaient eux aussi pour la plupart de grande taille et spécialisés, puisque la plupart des lignées d'oiseaux modernes dérivent de formes relativement petites qui ont survécu à l'impact. Si les conditions post-impact étaient également défavorables aux deux groupes. Alors pourquoi les quelques lignées d'oiseaux qui ont traversé la catastrophe n'avaient-elles pas leurs équivalents parmi les ptérosaures? La réponse honnête est que nous ne savons pas avec certitude. Une hypothèse plausible suggère que les oiseaux survivants possédaient un avantage décisif dans leur capacité à utiliser les graines comme source de nourriture. Les graines résistent à des conditions environnementales extrêmes bien mieux que la plupart des autres ressources alimentaires. Elles peuvent rester viables dans le sol pendant des mois ou des années. Un oiseau capable de se nourrir de graines dans les premières années post-impact avait accès à une ressource que ses prédateurs et ses compétiteurs ne pouvaient pas atteindre. Aucun ptérosaure connu ne semble avoir eu la morphologie buccale nécessaire pour exploiter cette ressource. Une autre hypothèse suggère que la taille réduite de certains oiseaux du Crétacé terminal leur permettait de se réfugier dans des terriers ou des cavités pendant les périodes les plus intenses de l'hiver d'impact, réduisant ainsi leur exposition aux températures létales. Un ptérosaure de 10 mètres d'envergure
ne pouvaient évidemment pas se cacher dans un terrier. Ces hypothèses sont raisonnables. Elles sont fondées sur des données biologiques réelles. Mais elles restent des hypothèses. La vraie réponse à la question de l'asymétrie de survie entre oiseaux et ptérosaures attend encore les découvertes qui permettront de la formuler avec la rigueur qu'elle mérite. Et c'est précisément dans cet espace d'incertitude, dans ce territoire de questions encore ouvertes, que se trouve la promesse des prochaines décennies de la paléontologie des ptérosaures. Nous sommes en 2024. Un chercheur de l'Université fédérale du Rio Grande do Norte au Brésil ouvre une caisse de fossiles récemment extraits de la formation Romualdo du bassin de Santana. Il sait ce qu'il cherche. Il a passé des années à analyser des fragments, à reconstruire des morphologies incomplètes, à débattre de classification phylogénétique avec des collègues sur 3 continents. Ses mains sont habituées à la manipulation des roches. Son regard est entraîné à distinguer l'os de la pierre, la texture biologique de l'artefact sédimentaire. Et pourtant, lorsqu'il soulève la première dalle de la caisse et que la lumière du laboratoire frappe sa surface, il s'arrête. Ce qu'il voit ne correspond à rien dans sa base de données mentale. Une morphologie crânienne qu'il ne reconnaît pas, une crête d'une forme jamais décrite, des proportions qui ne s'inscrivent dans aucun groupe connu. C'est peut-être une nouvelle espèce, peut-être un animal qui remplira un vide dans l'arbre phylogénétique des ptérosaures, peut-être une pièce qui permettra de relier 2 groupes dont les relations évolutives restaient obscures. Peut-être, si les analyses ultérieures confirment les premières impressions, une découverte qui obligera à réécrire une partie de ce que nous croyons savoir sur la radiation évolutive de ces animaux. Ou peut-être pas. Peut-être que les analyses révéleront un animal connu sous un autre nom, décrit à partir de restes incomplets dans un autre pays, identifiable une fois que les scanners auront produit leurs données tridimensionnelles et que les comparaisons anatomiques auront été menées à leur terme. C'est cela aussi la paléontologie. L'attente, l'incertitude, la longue patience entre la découverte et la compréhension. Mais ce moment dans ce laboratoire brésilien, ce geste d'un chercheur soulevant une dalle et s'arrêtant devant quelque chose d'inattendu, est la meilleure façon dont je connaisse de résumer l'état actuel de notre connaissance des ptérosaures. Nous en savons beaucoup plus qu'il y a 20 ans, infiniment plus qu'il y a 100 ans. Les outils dont nous disposons aujourd'hui, les scanners à rayons X synchrotron capables de révéler la microstructure interne d'un os sans toucher à la roche qui l'entoure, les logiciels de modélisation biomécanique qui permettent de simuler le vol d'un animal mort depuis 66 millions d'années, les techniques d'analyse isotopique qui révèlent le régime alimentaire d'une créature disparue à travers la composition chimique de ses os fossilisés, tout cela nous donne accès à des informations que les générations précédentes de paléontologues n'auraient pas osé espérer. Et pourtant, les questions fondamentales restent ouvertes. Comment exactement volaient les grands âges d'Archide dans les conditions atmosphériques réelles du Crétacé supérieur? Quelle était la structure sociale des ptérosaures coloniaux, comme Amiptérus? Les ptérosaures étaient-ils à sang chaud, à sang froid, ou quelque chose d'entièrement différent que ces 2 catégories ne capturent pas correctement? Comment s'organisait leur croissance depuis l'œuf jusqu'à l'adulte géant? Et surtout, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette fenêtre temporelle mystérieuse du Trias, entre le premier reptile terrestre et Eudimorphodon, ce premier ptérosaure connu qui était déjà un aviateur accompli? Cette dernière question est peut-être la plus fascinante de toutes, parce qu'elle touche à quelque chose de plus grand que la biologie des ptérosaures. Elle touche à la façon dont les grandes innovations évolutives émergent dans l'histoire de la vie. Le vol est apparu 4 fois de façon indépendante chez les vertébrés, chez les ptérosaures, chez les oiseaux, chez les chauves-souris, et chez les ichthyornis et leurs alliés, si l'on considère certaines lignées intermédiaires. Chaque fois, le registre fossile présente cette même frustration. Des formes transitionnelles rares, des ancêtres difficiles à identifier, une impression que le vol est apparu presque soudainement dans les archives géologiques, alors qu'il a nécessairement émergé progressivement dans le temps biologique réel. Pour les ptérosaures, plus que pour n'importe quel autre groupe, cette frustration est particulièrement aiguë. Les précurseurs des oiseaux sont documentés avec une richesse croissante grâce aux découvertes chinoises des 2 dernières décennies. Les précurseurs des chauves-souris commencent à émerger des archives fossiles du Paléocène et de l'Éocène. Mais les ancêtres des ptérosaures restent fantomatiques. Quelques fragments, quelques pistes phylogénétiques, des hypothèses qui se contredisent.
En 2019, une étude publiée dans Nature par Escura et ses collègues a proposé que les ptérosaures étaient les parents proches d'un groupe de reptiles du Trias appelés les laguerpétides, des animaux terrestres bipèdes de petite taille dont l'anatomie présente certaines caractéristiques partagées avec les ptérosaures primitifs. Cette hypothèse, si elle est confirmée, offrirait enfin un point d'ancrage pour comprendre l'origine des ptérosaures. Mais elle ne résout pas le mystère central. Entre un laguerpétide terrestre et un eudimorphodon volant, il y a encore un gouffre anatomique considérable. Un gouffre que seules de nouvelles découvertes fossiles pourront combler. Ces nouvelles découvertes viendront. Elles viennent toujours, tôt ou tard, de quelque part que personne n'attendait. D'une falaise érodée par les pluies au Brésil. D'une carrière nouvellement ouverte en Chine. D'un terrain de jeu d'enfants au Maroc, où les roches affleurent à la surface et où les os fossilisés attendent depuis des millions d'années qu'un regard exercé les reconnaisse pour ce qu'ils sont. La paléontologie est une science de la patience et de la surprise. Elle avance lentement, par accumulation de détails et de corrections successives, et puis, soudainement, une découverte unique déplace tout le tableau et force une réévaluation générale. C'est ce qui s'est produit avec les ptérosaures au cours des 25 dernières années. Et c'est ce qui se produira encore. Mais en attendant ces découvertes futures, que nous reste-t-il à contempler? Il nous reste ceci. Pendant 160 millions d'années, des animaux que nous n'avons pas encore pleinement compris ont dominé le ciel de notre planète. Ils ont évolué depuis des formes de la taille d'un moineau jusqu'à des géants dont l'envergure dépassait celle de n'importe quel avion léger. Ils ont pêché au-dessus des mers du Jurassique, chassé dans les forêts du Crétacé, marché avec efficacité sur des continents qui n'existent plus, communiqué entre eux avec des structures ornementales dont la sophistication implique une vie sociale que nous avons longtemps refusé de leur reconnaître. Ils ont développé des ailes dont la structure interne surpassait en élégance fonctionnelle tout ce que l'ingénierie humaine avait produit avant les dernières décennies. Ils ont résolu le problème du décollage pour des masses corporelles que la mécanique semblait interdire de vol. Ils ont traversé des tempêtes, des migrations de milliers de kilomètres, des changements climatiques majeurs, des transformations géologiques colossales. Et puis, en quelques milliers d'années à l'échelle géologique, ils ont disparu. Pas parce qu'ils étaient inférieurs, pas parce qu'ils étaient des ratés de l'évolution, ces lézards volants maladroits que l'imaginaire populaire a longtemps voulu voir en eux, mais parce qu'une catastrophe dont l'amplitude dépassait les capacités d'adaptation de n'importe quel spécialiste, aussi sophistiqué soit-il, a effacé le monde dans lequel ils s'étaient perfectionnés pendant des millions d'années. Aujourd'hui, leurs os dorment dans les musées de la planète, dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, dans les galeries du Smithsonian Institution de Washington, dans les réserves du Musée royal de l'Ontario, dans les vitrines du musée Taylor à Harlem, qui conserve le premier spécimen de ptérosaure jamais décrit scientifiquement, classé à tort pendant des décennies comme un oiseau inconnu, avant d'être correctement identifié en 1861. Et dans des caisses de laboratoire au Brésil, en Chine, au Maroc, en Roumanie, des chercheurs ouvrent des dalles de pierre et s'arrêtent devant des choses qu'ils ne reconnaissent pas encore. C'est là que vit la science, dans cet instant d'arrêt, dans cet espace entre ce que nous savons et ce que nous allons apprendre. Les ptérosaures n'ont pas fini de nous surprendre. Nous avions cru savoir comment ils volaient, nous avions tort. Nous avions cru savoir où ils vivaient, nous avions tort. Nous avions cru savoir ce qu'ils mangeaient, comment ils se reproduisaient, comment ils communiquaient, ce que leur cerveau était capable de traiter. Et sur chacun de ces points, les 25 dernières années de recherche ont démontré que nos certitudes étaient des simplifications, que nos modèles étaient des approximations, que la réalité de ces animaux était plus riche, plus complexe et plus fascinante que tout ce que nous avions osé imaginer. Ce n'est pas une défaite pour la science, c'est exactement ce que la science est censée faire, se corriger, s'approfondir, accepter l'inconfort de l'incertitude comme le prix à payer pour une compréhension plus vraie du monde réel. Et la leçon que les ptérosaures nous donnent, si l'on veut bien la recevoir, est peut-être celle-là. Le monde a été habité par des formes de vie dont la sophistication, la diversité et la beauté fonctionnelle dépassent tout ce que notre imagination non informée peut concevoir. Ces formes de vie ont disparu sans laisser de descendants directs, sans que leur histoire soit enregistrée dans aucune mémoire vivante. Seules les pierres se souviennent. Et c'est notre privilège extraordinaire, à nous qui vivons aujourd'hui, de disposer des outils pour les interroger avec une précision croissante.
Ces pierres ont encore beaucoup à dire. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers un oiseau en vol, regardez-le différemment. Pas comme la chose banale et familière qu'il est devenu dans notre quotidien, mais comme le survivant d'une catastrophe qui a tout effacé, comme le représentant d'une lignée qui a traversé l'inimaginable. Et pensez à ce que le ciel était avant lui. Ce ciel plein d'ombres géantes, de membranes tendues sur des os aussi légers que du papier, de crêtes colorées qui captaient la lumière du soleil mésozoïque et transmettaient des messages que nous ne savons pas encore déchiffrer. Ce ciel existe encore, d'une certaine façon. Il existe dans les roches, dans les labos, dans les questions que nous n'avons pas encore su poser, et dans la prochaine dalle de pierre qu'un chercheur soulèvera quelque part dans le monde, et qui fera qu'il s'arrêtera, et que tout recommencera. Ce ciel existe encore, d'une certaine façon. Il existe dans les roches, dans les labos, dans les questions que nous n'avons pas encore su poser, et dans la prochaine dalle de pierre qu'un chercheur soulèvera quelque part dans le monde, et qui fera qu'il s'arrêtera, et que tout recommencera.